Do you ever get, I don't know, frightened by, I use this word because it applies to me, by the systems that, I mean, this, in a sense, I don't know, could be a better word, but this, in a sense, is, is a system when you realize that the criticisms that you're using have been put into you, sort of conditioned or whatever. But when you realize more and more what it is it controls, or the systems that, system upon system, you sort of working your way through one into another, does this really bother you? Or even frighten you? The feeling that you'll never be free, that you'll always be a prisoner? Yeah, I do. Un léger brouillard flotte sur la rivière Cam. L'eau est calme, à peine troublée par quelques ondulations. Des barques glissent lentement, poussées par des étudiants en veste de tweed. On est à Cambridge, dans les années 60, une ville où l'on respire encore l'élégance académique. Les rues pavées résonnent sous les pas d'étudiants pressés. Dans un pub enfumé, quelques jeunes discutent de littérature et de jazz moderne, peinte à la main. À quelques rues de là, dans un quartier plus calme, une maison semblable à toutes les autres du quartier abrite un garçon aux cheveux en bataille, griffonnant des dessins étranges et jouant quelques accords sur une guitare acoustique. Un certain Roger Kiss Barrett, surnommé Sid Barrett, qui n'est encore qu'un étudiant parmi tant d'autres. 1, 2, 3, 4. Avant les lasers, avant les stades remplis, avant les albums conceptuels, Avant les concerts nazis. il n'y a que 4 jeunes passionnés, des guitares mal accordées et une curiosité sans prétention pour la musique. L'Angleterre des années 60, c'est une effervescence musicale juste folle. Tout le monde veut tester, jouer, bidouiller. Les vinyles de Bo Diddley, de Chuck Berry ou encore The Byrds tournent en boucle. Le rock'n'roll importé des États-Unis fait un carton à l'international. On ne rêve pas encore de gloire ou de disque d'or. On gratte juste pour le plaisir, sans trop se poser de questions. Dans cette effervescence, 4 jeunes, encore inconnus les uns des autres, et qui, sans le savoir, vont poser les bases de l'un des groupes de rock les plus importants du monde. Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on, you crazy diamond. Roger Waters et Sid Barrett grandissent dans cette ville universitaire paisible, baignée de culture et d'art. Waters, c'est le grand dadais, là, difficile de le rater. Grand, sec, intéressé par l'architecture, il est aussi connu pour son tempérament parfois brut, pour pas dire colérique. En réalité, son parcours personnel est assez compliqué. Son père est mort à la guerre et il l'a jamais connu. À l'école, les profs le kiffent pas des masses aussi. Trop grande gueule et trop papa. Gardez ça en tête parce que tout ça, on en reparlera plus tard. Et puis, il y a Sid, le genre de gars que tu captes direct dans une pièce, mais sans qu'il dise un mot. Il peint, il joue, il écrit, et il vit un peu sur une autre fréquence, avec une sensibilité bien à lui. On est en 1963 quand Roger Waters décide de quitter Cambridge pour intégrer la Regent Street Polytechnic à Londres, dont il obtient une bourse pour y étudier l'architecture. Et devinez dans quoi il va mettre son premier versement de bourse ? Dans une guitare, bien évidemment. Et c'est là qu'il rencontre 2 personnages très importants pour la suite, Nick Mason et Richard Wright, 2 autres étudiants en architecture comme lui qui sont bien plus intéressés par la musique que par l'idée de dessiner des bâtiments. Mason, c'est un passionné de mécanique et de voitures de course bien avant d'être batteur. Il teste plusieurs instruments sans vraiment trop accrocher, et ce n'est que par hasard qu'il se retrouve derrière une batterie. Le même genre de hasard qui, un jour, le fera croiser la route d'un mec d'1m94 parce que ce dernier avait besoin des clés de sa caisse. C'est toujours comme ça que ça commence, ce genre d'histoire, non ?
pas spécialement rigoureux au départ, il n'a pas l'intention ni l'ambition d'en faire son métier, mais son style unique commence à émerger. Il se distingue notamment par son utilisation des toms, qui deviendra une des marques de fabrique du groupe. Le mec un peu timide ici, c'est Richard Wright, ou Rick Wright pour les intimes, et c'est le musicien le plus doué du groupe. Pianiste autodidacte, il se passionne pour le jazz et la musique classique dès le plus jeune âge. Il traîne souvent dans les salles de répétition, gratte le clavier d'un orgue farfisa et bidouille déjà des sons bizarres avec des échos et des effets stylés. Il est aussi l'un des premiers à apporter une vraie couleur sonore au groupe. C'est lui qui pose les ambiances flottantes, éthérées et un peu planantes. Au fur et à mesure de leurs études, ils décident de sauter le pas et de former un groupe tous les trois, accompagnés par intermittence d'autres musiciens, comme par exemple un certain Bob Kloss, qui assure les parties de guitare à partir de septembre 1964. N'étant pas vraiment trop sûrs d'eux, ils vont passer par plusieurs noms pour leur groupe, comme notamment Sigma 6, c'est pas une blague, Megadeth, The Abdabs ou The Screaming Abdabs, Leonard's Lodgers, The Spectrum 5 et The T7. Sauf que ce dernier, il va poser un peu problème, je vous explique juste après. Malgré les indécisions et les changements de nom, l'envie est là. Mason est à la batterie, Wright au clavier et Waters à la basse, et divers musicos se succèdent sans vraiment trop s'imposer. Et c'est un an plus tard, en 1964, que les choses vont s'accélérer. C'est au tour de Sid de rejoindre la ville de Londres pour poursuivre des études d'art. Son charisme, sa voix et son jeu de guitare instinctif intriguent de plus en plus Roger, qui voit en lui bien plus qu'un simple musicien, un type capable d'apporter une vraie personnalité au groupe, qu'il intègre au début de l'année 1965. Pourtant, au départ, Sid, il est pas particulièrement chaud. Il apprécie la musique, mais il partage pas forcément l'enthousiasme des trois autres pour monter un groupe plus sérieux. Mais bon, à force de persuasion, ils finissent par le convaincre de tenter l'aventure, et c'est là que le déclic va se produire. He was absolutely delightful. At the time when it was considered fashionable to be rather cool, and no one introduced anyone to anyone else, so that you could spend whole parties just addressing people as man. Sid was someone who'd sort of come up and say, "Hi, I'm Sid," and so on. I mean, he was a really easygoing, outgoing personality. He was a very good painter. He was a very good actor. He was a lovely, handsome boy with lots of girlfriends. You couldn't think of a more well-rounded, integrated, happy bloke. En fait, Barrett, c'est pas juste un musicien, c'est un électron libre, un créateur de sons, un véritable poète, et surtout, un mec complètement taré. Son grain de folie, il se limite pas seulement à sa personnalité, mais il imprègne totalement sa musique, ce qui va, au fur et à mesure, pousser le groupe à sortir des sentiers battus en testant des trucs pas très conventionnels. Sous son impulsion, et surtout après le départ de Bob Kloss au printemps 1965, étude oblige que T7 commence vraiment à expérimenter. Et vas-y que je te rajoute des effets sonores, et zéberdi les longues impros, mais sans pour autant chercher à coller un mouvement précis. Il se revendique pas plus que ça comme des figures de la scène psychédélique ou encore du space rock en réalité, même si c'est l'étiquette qu'on leur colle. Individuellement, il ne s'y intéresse pas particulièrement et reste plus influencé par le blues, le jazz ou encore le rock'n'roll. Mais leur musique, elle prend une direction qui colle parfaitement à cette esthétique en pleine explosion. Mais il reste un souci, le nom du groupe. Parce que The T7, au-delà de puer un peu des fesses, c'est déjà un nom qui est pris par un autre groupe. Il faut trouver une solution au plus vite, ils peuvent pas se permettre de se faire confondre avec un autre groupe, ça serait plutôt la loose. Et à Sid de sauver la situation, il est très fan de blues et pour trouver un nouveau nom pour le groupe, il va s'en remettre au hasard. Il pioche à l'aveugle dans sa collection de disques et il en extrait une compilation de 62, Blind Boy Fuller Country Blues. Dans les notes de la pochette, il va découvrir les noms de famille de deux bluesman de la Caroline, Floyd Council et Pinkney Anderson, et le nom du groupe vient tout naturellement. Pink Anderson, Floyd Council, Pink Floyd Sound. Et on remercie tous Jean-Marie Leduc de nous avoir fait croire que Pink Floyd ça voulait dire flamant rose, et le sound finira par disparaître petit à petit au profit du simple et efficace Pink Floyd. Avec Sid aux commandes, leur son devient plus hypnotique, plus audacieux.
En 1966, ils sont repérés par Peter Jenner et Andrew King, deux managers qui voient en eux un potentiel énorme et qui auront un impact assez conséquent dans le développement du Early Floyd. Jenner, c'est un kiffeur d'expérimentation sonore et il va encourager nos jeunes musicos à explorer les effets et les bidouillages en studio. Petit à petit, le groupe se fait un nom dans l'univers underground londonien. Ils enchaînent les concerts dans des lieux comme l'UFO Club ou le Roundhouse, là où ils vont jouer des sets hypnotiques accompagnés de projections lumineuses et d'autres idées un peu perchées. Mais budget oblige, les concerts restent modestes et les effets de lumière bricolés à l'arrache menacent de tomber en panne ou d'exploser à tout moment. C'est bancal, c'est expérimental, mais ça putain de fonctionne. C'est de la folie! Cette présence magique et grâce à l'aide de leur manager, ça va les permettre de se faire signer par un gros label en 67, EMI, rien que ça. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur Radiohead. Allez la regarder. Je vous jure, alors... Blague à part, il y a une putain de mouche dans ma pièce et on se croirait dans l'épisode de Breaking Bad. Le deal s'élève quand même à 5000 livres sterling, une grosse somme pour l'époque, pour un groupe encore aussi underground. It sounds a little naive, but I think I was probably unaware of the politics of Joe Boyd going on over that period, because of course what happened was Joe Boyd was the initial producer and then was really rode out when we signed with EMI. Basically, I think we felt, let's be on the same label as the Beatles. So we signed with EMI. I remember when Sid joined the band, he had all these incredible ideas, lyrically and musically. Very strange. And very childish in a way, some of his stuff. I mean, it's kind of very fairy tales and all this stuff, but totally unique. I'd never heard anything like it, and it was fabulous. He brought the ability to play the guitar, which was quite unusual at that time. I suppose also he brought the ability to perform, and eventually, I mean, obviously not immediately, but eventually he brought songwriting. Arnold Lane had a strange hobby. Ils vont donc non seulement les faire signer et les professionnaliser, mais grâce à cet accord, Pink Floyd enregistre son premier single Arnold Lane, qui sort en mars 1967, suivi de 6 Emily Play, qui seront de vrais petits succès. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Faut bien vous rendre compte que entre le moment où Sid est arrivé et le moment où ils se sont fait signer par EMI, il s'est passé seulement 3 ans. Enfin, l'avantage de vivre pas loin de Londres est d'avoir un mec complètement frappadingue en frontman quand même. Ouais, mais c'est que dalle, c'est un speedrun any % à ce niveau-là. Mais le véritable succès commercial, lui, se fait encore attendre. Alors oui, Pink Floyd commence à se faire un nom dans les cercles underground et leurs 2 premiers singles trouvent un écho sur certaines radios alternatives, mais en dehors de ça, ils oscillent encore entre salles miteuses et cachets dérisoires. Il va cependant finir par arriver, le jour où EMI leur propose une chance inestimable, enregistrer leur nouvel album. À ce moment-là, c'est l'euphorie. En plus de ça, EMI leur propose pas n'importe quel studio, ils entrent dans les mythiques studios d'Abbey Road, qui portent encore le nom de EMI Studio à l'époque, là où, anecdote, les Beatles sont en train de finaliser Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band au même moment. Derrière la console, un homme clé, Norman Hurricane Smith, ingénieur du son des Beatles. Lui, c'est une turbo-légende. Il commence sa carrière chez EMI au début des années 60, où il devient ingé son attitré des Beatles. De 1962 à 1965, il travaille sur plus de 100 chansons du groupe, y compris des petits albums sans prétention, genre Please Please Me, With the Beatles, Help, Rubber Soul. Excuse-nous! D'ailleurs, fun fact, John Lennon avait l'habitude de l'appeler Normal Smith. C'était une sorte de petite boutade sur son tempérament calme et méthodique, qui était en total contraste avec la folie du studio. Mais bon, en 1966, après Rubber Soul, il se fait remplacer par Geoff Emerick, car George Martin, le producteur, voulait un ingé son un peu plus aventureux pour expérimenter sur Revolver. Smith est alors promu producteur chez EMI, ce qui va radicalement changer le destin de notre jeune groupe londonien. I was just very, very excited. Doing your first album, putting down your music onto tape, and knowing that the Beatles are next door doing Sgt Pepper. I was a bit of a snob before then. I was a real jazzo, and I didn't really believe that pop music meant anything at all. When I heard Sgt Pepper, it changed my attitude to what
people like us could do. Ok, donc on est toujours courant de l'année 1967, le groupe est confié à Norman Hurricane Smith, et dès le départ il va être un petit peu dubitatif. Le mec est littéralement en mode Les gars, vous pouvez pas juste jammer pendant 15 minutes et appeler ça une chanson. le pauvre. Mais Pink Floyd n'est pas là pour faire de la pop formatée. Enfin, pas totalement. Ils s'adaptent tout de même aux exigences du studio, ils sont littéralement pas en mesure de faire les fous, ils raccourcissent leurs morceaux, structurent un peu plus leurs idées, mais sans jamais totalement rentrer dans les codes établis. Bah oui, il faut se rappeler c'est qui le frontman. Ils ne cherchent pas à casser les règles pour le plaisir, ils veulent simplement façonner leur propre son. Leur approche est différente. Sid veut capturer l'essence du psychédélisme, des visions colorées, des contes pour enfants, du chaos cosmique. The Piper at the Gates of Dawn. Premier album du groupe sort le 5 août 1967, véritable symbole du rock psychédélique des années 60. Sid, c'est l'âme de cet album. Il compose presque tout et son imagination semble sans limite. Il veut créer une musique qui transporte l'auditeur dans un autre monde, comme s'il ouvrait un livre de contes pour enfants hallucinogène. Le nom de l'album fait référence entre autres au Vent dans les saules, roman cher au guitariste. L'ingé son Pete Band d'ailleurs se rappelle du moment où Sid est venu lui proposer le titre de son album. Pourquoi pas The Piper at the Gate of Dawn? Ça n'a aucun rapport avec l'album, si? Aucune importance, c'est quelque chose de nouveau. Des rêves et l'enfance pour The Gnome et Matilda Moser, de l'espace à l'infini avec Astronomy Domain et Interstellar Overdrive, une petite pointe d'humour à l'anglaise avec Bike, et surtout ces expérimentations psychédéliques et la perception altérée liée aux prises de drogue avec des musiques comme Lucifer Sam, Pow Air Talk Ash et aussi de nouveau Astronomy Domain. Ou Astronomie Dominée pour les puristes, ou Top 7 Favé pour ceux qui sont brainrot. D'ailleurs, pour l'anecdote, et vous allez voir qu'il y en a pas mal, Lucifer Sam, au-delà d'avoir un nom sacrément stylé, est aussi la musique la plus reprise du Floyd, avec pas moins d'une trentaine à travers les décennies par différents groupes comme notamment MGMT, pour ne citer que. Et mention spéciale à Interstellar Overdrive, un pro de plus de 9 minutes, devenir rapidement iconique dans l'underground londonien, souvent modifié au fil de représentation. Interstellar Overdrive est un exemple de morceau qui, sur vinyle, est une version abrégée de celle que nous produisons sur scène. Elle constituait la pièce maîtresse de nos représentations. Basée sur le riff de Sid, le morceau était généralement joué par plusieurs instruments qui se succédaient chaque fois dans le même ordre. Sur l'album, il durait moins de 10 minutes. En live, il pouvait en atteindre 20. Cette inspi, elle vient pas de nulle part. Elle vient d'un côté d'abord de sa grande sensibilité et éducation artistique, mais aussi de l'autre de sa prise massive de drogue dure. Syd Barrett, vous l'aurez compris, c'était un excentrique, de par son look, son jeu scénique, ses apparitions et ses expérimentations musicales un peu spéciales. Et pourtant, au niveau purement technique, son son reste relativement dans la norme de l'époque. On reste sur un classico-classique joueur de grade venant de chez Fender, l'un des, si ce n'est le plus gros vendeur de guitares du 20e et 21e siècle. On retrouve en effet parmi ses guitares fétiches une Esquire de 62, et le frérot l'a d'ailleurs un petit peu custom en collant de manière un peu barbare là des disques métalliques pour rendre le show lumière un poil intéressant. Et même niveau technique guitaristique, en fait, ça reste relativement dans la norme de l'époque. On n'est pas sur un Hendrix 167 par exemple. Il y a pourtant deux composantes principales qui vont faire un peu le son de Syd Barrett en termes de technique de guitare. Le slide, donc ça tout le monde adore en faire, ça permet de donner une impulsion dans le morceau. Et le deuxième point en fait ça va être la gamme chromatique. Alors Syd adorait utiliser cette gamme. Le principe de cette gamme en fait c'est vraiment jouer toutes les notes conjointement sans en louper aucune. Donc ça va donner un effet un peu comme ça. Et donc ça en fait ça permet de faire monter la pression dans un morceau de manière assez brutale aussi. Et on va retrouver cette gamme donc notamment dans Astronomy Domain, Lucifer Sam ou encore Interstellar Overdrive. Bon alors ce qui fait vraiment le son Pink Floyd en revanche, ça va être l'utilisation du Binson Echo Rec. Le Binson Echo Rec, c'est un effet de délai produit par la société italienne Binson à partir de 1958. Mais alors, qu'est-ce qu'un délai ? Eh bien un délai, c'est une pédale d'effet, une espèce de boîtier qui va se trouver entre l'instrument électrique et l'amplificateur, et donc ce boîtier va modifier le son. Il en existe de plein de sortes différentes qui font plus ou moins des grosses modifications sur le son, mais nous, on va vraiment se concentrer sur le délai. On va
jouer une note, elle sera répétée par le délai selon un temps défini par le musicien. Et c'est tout? Ouais, c'est tout. Donc tous les trucs un peu random que vous pouvez entendre sur The Piper at the Gate of Dawn, et ben en fait c'est juste nos 4 compères qui s'amusaient à faire des trucs aléatoires en studio. Well, he was always very bright-eyed and bushy-tailed. Sid, he had an enormous capacity for life, you know, and I thought his painting was great. He was painting quite a lot at the time. And he, you know, was a very bubbly kind of character, full of life and enthusiasm. But also, I think he was quite innovative, you know. And I mean, you could say his attachment to Kenneth Graham and Hilaire Belloc and all of those kind of influences was quite radical for them, because you didn't expect that kind of literary middle class stuff to surface in rock and roll. And you know, in the same way that later on his interest in Eastern mysticism and in general, and the I Ching in particular, which produced a song like Chapter 24, to start playing around with those kind of ideas was quite radical. He was also, he kind of soaked up musical ideas really from other people. You know, he was a great copycat, Sid, in terms of music. He would listen to American, the more avant-garde end of American popular music at the time, so he would be listening to early Doors but he was a star, you know, very attractive man. Et Sid étant un véritable électron libre, c'est à ce moment-là que le rôle de Norman Smith a été aussi important. Il va mine de rien réussir à structurer les morceaux, évitant qu'ils ne deviennent juste du bruit, et il apporte des techniques de production modernes inspirées de son travail avec les Beatles. Mais ça n'a pas été de tout repos pour notre Norman. Et oui, Sid, il a un caractère bien trempé, et il a beaucoup de mal à se remettre en question sur ses créations. J'avais toujours l'impression de marcher sur des œufs et je devais faire extrêmement attention à ce que je disais à Sid, tant il était fragile. Et si par exemple il venait d'enregistrer des paroles et que je lui disais « Ok Sid, c'est pas mal, mais si on faisait ça et ça », il ne répondait jamais autre chose que « On reprenait l'enregistrement et il chantait exactement de la même façon qu'auparavant. » À ça va s'ajouter un autre problème, son comportement imprévisible. Effectivement, notre jeune prodige montre des signes inquiétants. Sa consommation de drogue, surtout de LSD, est très importante. Il s'isole, il disparaît sans prévenir, il semble parfois perdu dans ses pensées, comme s'il était déjà ailleurs. Et le succès de The Piper at the Gate of Dawn ne va pas arranger les choses, loin de là. Faut remettre dans le contexte, on est fin des années 60, début des années 70, et la drogue... Enfin voilà, tout le monde ou presque tape là-dedans dans l'industrie de la musique, mais Sid, c'est un autre niveau. I mean, everyone was smoking pot, I have to say, which is again why they say lots of people can't remember what happened in the 60s. It may be because he was mixing with people who were doing acid on a regular basis, I think, in '67, and I'm sure he did too much of it. Was he teetering on the edge of what might be called schizophrenia at the time? I think so, probably. A lot of the things that he was saying, and it was right at the beginning of us getting our first record in any chart, which was Arnold Lane. No, it was after Arnold Lane. It was when See Emily Play came out, and we were beginning to do TV shows in England. And he went very odd, and he started. I remember him at Top of the Pops in the dressing room one day. He had hair a bit like that painting on the wall, and going sort of like, and then going, looking worried and a bit frightened, and then going, John Lennon doesn't have to do this, you know, which was kind of wacky, and so he had misgivings about being on a miming pop show, you know, and Sid, this is what we've worked towards for the last 4 or 5 years, is to be on Top of the Pops and make a few quid, you know, buck up, boy, let's get on with it. And but he never did buck up from sort of that moment on, really. He wrote a few more songs, but nothing of any real note, and he just got more and more and more detached until he was completely wacky and not making any sense. And
I made a lot of attempts to find out what was wrong and to involve his family. You know, he had older brothers, so I would ring up and say, hey, there's something really wrong with Roger, as they called him. I said, he's not well, I think. And one of the brothers actually came to London and went and saw him and called me up and went, he's fine. You know, he's had some troubling times, but he's actually fine. And I went, Alan, he's not. But trust me, I live with him, you know. My memories of it was that, and it may have been happening before, but my memory is that we were recording a Radio 1 show at the BBC, and Sid didn't turn up, and no one could find him. So we basically waited and waited, and I think we had to cancel the recording, or we tried to do some without him, I'm not sure. And then the managers went off trying to find him. And when they found Sid, which I think was a Sunday or Monday, they told us that, well, something's happened to Sid. And something had happened to him. Total difference. Total difference. And there's some rumours, and I don't know, that he was living with a whole sort of community of people who were very much believing, rather like Timothy O'Leary, that, you know, acid can release you and, you know, get to the truth and all that stuff. I think that he may have been with this group of people and that he took too much. There were other people who said people were spiking his cups of tea with acid. I do believe that he took a huge overdose. He was a very, you know, he was outgoing, charming, wonderful, friendly, you name it. I mean, a wonderful man. And it was, for me, a huge change seeing him after that, the Lost Weekend, where Sid was lost. Huge change. On se retrouve à la fin de l'année 1967 et Pink Floyd commence à faire face à un problème majeur. Syd Barrett, leur leader et le principal compositeur, est en train de sombrer. En réalité, c'est vraiment depuis See Emily Play que Barrett a commencé à taper sérieusement dans les drogues dures, mais à l'époque, les membres du groupe pensaient pas que ça allait devenir un aussi gros problème. Le succès de l'album et les différentes tournées aggravent de plus en plus son état, tellement que ça commence à réellement impacter les performances du groupe en live, cette histoire. Son comportement devient de plus en plus erratique à cause de sa consommation excessive de LSD et de possibles troubles mentaux, et à plusieurs reprises, il sera dans des états de paranoïa assez sévères ou complètement amorphes. Il a complètement perdu pied. Il zappe des morceaux en plein live, joue des accords aléatoires ou reste complètement immobile, empêchant le bon déroulement des concerts. Ça va les obliger à en annuler certains, et un roadie est même engagé pour couper sa guitare quand il ne se contrôle plus. Ça commence à sérieusement inquiéter les membres du groupe, Nick Mason, Rick Wright et Roger Waters, qui décident de l'envoyer sur l'île de Formentera, en Espagne, pour essayer d'améliorer son état mental et de lui donner un break. Ce séjour, il est organisé par leur manager, Peter Jenner, de Roger Waters, et accompagné d'un mec, un docteur Sam Hoot, médecin assez connu dans la scène musicale underground, qui espère qu'un cadre paisible pourra l'aider à retrouver une certaine stabilité. Spoiler, l'expérience est un échec total. Au lieu de s'améliorer, l'état de Syd ne fait que s'empirer, son comportement devient de plus en plus erratique et imprévisible. De retour à Londres, la situation est plus tendue que jamais, ce qui pousse définitivement le groupe à envisager une autre solution. Côte d'Azur, la même année. Un jeune homme amaigri par la faim se résigne à quitter la France après plusieurs années de galère. David Gilmour décide de quitter son groupe, Flowers, plus tard rebaptisé Bullet, pour revenir en Angleterre. Notre jeune guitariste n'a pas réussi à percer dans notre beau pays, malgré quelques concerts notamment dans le sud de la France. Le manque d'argent et la faim ont eu raison de lui. Il rentrera bredouille, un peu salé, et en stop d'ailleurs, parce que le man n'avait plus une thune, on dirait moi. À ce moment-là, il voit pas Pink Floyd comme un futur immense groupe mondial, il connaît leur musique, mais il ne se doute absolument pas de l'importance qu'il aura dans celui-ci. I came back to England in, I guess, about September of '67, and living in London, and worked. I was working as a van driver in the daytime, and trying to
work out what I was going to do musically. So I was going out to gigs and pubs and God knows what all over London constantly, and I would be seeing a fair bit of Sid and of the other group of friends that we had at that time. And I went to all their gigs that one could go to locally, and so I ran into him a little bit more than I had done, and I got to know the others, Nick and Rick and Roger, a bit better, and they did a gig at the Royal College of Art just by the Albert Hall in probably November, and at that one Nick sidled up to me and told me that things were getting pretty desperate, and I was to keep it under my hat, but they were thinking of making some sort of a change, and would I be interested? Ouais, allô? Quelques mois après être rentré de France, il reçoit un appel. C'est Nick Mason et Rick Wright à l'autre bout du fil, et il lui propose un rôle un peu flou, rejoindre Pink Floyd pour renforcer le groupe sur scène. Well, it wasn't exactly the sort of musical thing that I wanted to get into at that particular point, to be honest, and but the fame that they had achieved was obviously very enticing, but I didn't think it was that serious, and I didn't know whether it would become a reality, so I just sort of forgot about it, I think. Gilmour, à ce moment-là, c'est le candidat idéal. Déjà, il connaît bien Sid et Roger Waters, qu'il a connu à Cambridge avant que chacun vaque à ses occupations et ses éducations respectives. Et Wright et Mason, ils savent qu'il est plutôt bon en tant que guitariste et qu'il sera parfait pour pouvoir combler les absences de Sid. Sans trop d'hésitation, il accepte, en pensant qu'il va juste apporter un coup de main au groupe et que Sid en restera le génie créatif. Et il rejoint officiellement Pink Floyd en janvier 1968. Pendant quelques semaines donc, le groupe tourne avec 5 membres. Last night I had too much to drink. Sitting in the club with so many fools, playing to rules, trying to impress, but feeling rather empty. I had another drink. Mais très vite, ils se rendent compte que Sid est devenu ingérable. Janvier 1968, la situation atteint un point critique. Un jour, alors que les membres se rendent à un concert de l'université de Southampton, l'un d'entre eux suggère « On passe prendre Sid ?» Ce à quoi une autre personne lui répond « Non, laisse tomber. » We did, I think, 5 gigs with both Sid and I in the band together. Sid he seemed to cheer up a little bit when I was there. I guess maybe it took some pressure off him, and I sort of learnt up the parts like the record and played them, and sometimes Sid sang a bit and sometimes he didn't, but it was obviously not going to be, it became very obvious that it wasn't going to continue for very long like that, and on, I think it must have been the 6th one that we would have done together, we just never picked him up. Those of us who were in Pink Floyd at the time experienced it as a existential threat as well. Fuck me, what are we going to do? He writes the bloody songs. Well, I wrote about 20% of them before, but there were nothing. Sid's songs were the things that were different. They had that weird English romanticism about them. You know, they were beautiful. I've got a bike, you can ride it if you like. It's got a basket, a bell that rings and things that make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. That's so quirky. On sait pas trop qui est à l'origine du non laisse tomber qui a définitivement coupé Sid du reste du groupe. Certains pensent que c'est Waters. D'autant plus que tous ces événements-là se déroulent pendant la création de leur nouvel album. A Saucerful of Secrets. Mais avant tout, il faut que je vous parle d'un mec.
Storm Thorgerson, né le 28 février 1944 à Pottersbar en Angleterre, est un véritable passionné de photographie et d'images décalées. Dans les années 60, il s'associe avec un autre beau gosse, un certain Aubrey Powell, et d'autres collaborateurs pour fonder le studio Hipgnosis. Leur ambition, réinventer la pochette d'album en mêlant photographie, collage et retouches créatives pour créer des œuvres visuelles fortes qui résonnent avec l'esprit psychédélique de l'époque. Et surtout, montrer de l'importance au cover art. Rapidement, Hipgnosis se fait remarquer dans le milieu du rock progressif et psychédélique, ils attirent l'attention de groupes en quête d'une identité forte, et ils vont bien évidemment attirer l'attention du Floyd. Et c'est grâce à des contacts dans l'industrie musicale et à leur réputation grandissante qu'Hipgnosis rencontre le groupe et se voit confier la création de pochettes pour leur projet. Et comment vous dire que c'est le turbo coup de foudre. La capacité d'Hipgnosis à capter l'essence du psychédélisme et du mystère se marie super bien avec Pink Floyd, qui oscille entre clarté apparente, lumière et obscurité, et secret bien gardé. A Saucerful of Secrets sort le 28 juin 1968 et autant vous dire que c'est un peu compliqué. Cet album, c'est le moment où Pink Floyd redémarre les moteurs après la chute de son leader, un crash dont 99% des groupes seraient restés au tapis, mais pas eux. Et au rôle d'Hipgnosis de traduire ce tournant. EMI va accorder une liberté totale pour la création de la cover de l'album, ce qui est assez rare pour le noter. La cover de l'album, c'est une sorte de collage un peu psyché de plein de trucs différents. Regardez, c'est assez stylé. Et il y a même un petit easter egg, et oui, c'est bien Doctor Strange, tiré du numéro 158 de la série Strange Tales, que l'on peut apercevoir en partie caché dans le coin haut à droite de la pochette. Doctor Strange, c'est une vraie icône du psychédélisme dans les années 60, un personnage qui voyage entre différentes dimensions et réalités. Ça correspond bien à l'esthétique et au thème exploré par le Floyd. En ce qui concerne l'enregistrement, comme dit plus tôt, c'est la mierda. Le groupe traverse une véritable période de crise avec un Sid à moitié présent et un David qui essaye tant bien que mal de s'imposer comme il peut. Well, it was as soon as we got into the studio and started putting down new stuff, I'm particularly with doing the actual track Saucerful of Secrets, I suppose. It started becoming more clear to me where we were going and what I could be doing within those frameworks. And it gave us a whole set of new frameworks which Sid hadn't been a part of, which obviously releases one from this spectre a little bit. A Saucerful of Secrets, c'est le seul album où jouent à la fois les deux guitaristes. Il marque la transition de la pop psychédélique barrette au rock plus expérimental et planant, de morceaux plus structurés, quasi architecturaux, que l'on mentionnera plus tard comme le rock progressif. On a aussi l'émergence de Waters et Wright comme principaux auteurs pour pallier l'absence de Sid. Roger qui de son côté signera notamment l'excellent Let There Be More Light qui ouvre l'album. Set the Controls for the Heart of the Sun, musique significative du son post-Barrett et de la nouvelle DA du groupe.
ainsi que Corporal Clegg seront aussi signés de sa plume. D'ailleurs, cette dernière, c'est la première référence à la guerre dans une composition du Floyd, un thème assez important pour Waters, et le nom du caporal Clegg n'est d'ailleurs pas choisi au hasard. Il fait référence à l'inventeur du kazoo, instrument joué dans la chanson, instrument inventé par un certain Thaddeus von Clegg. C'est une chanson sur mon père et son sacrifice durant la Seconde Guerre mondiale. C'est plutôt sarcastique, l'idée de cette jambe de bois que l'on gagne à la guerre comme un trophée. Notre cher Rick n'est pas en reste, il est à l'origine de Remember a Day, musique empreinte de thèmes chers à Sid comme l'enfance et la fin de l'insouciance. Ainsi que Siso, qui sont personnellement mes préférés, mais personne n'a demandé. Et ce soir Full of Secrets, longue impro à la Interstellar Overdrive, mais en mieux, signé de Waters, Gilmour, Mason et Wright. C'est d'ailleurs cette musique qui va créer la rupture définitive entre le groupe et Norman Smith, celui-ci voulant imposer au groupe des musiques de max 3 minutes, tu vois, et le Floyd de rétorquer avec insolence. Ah, si tu veux pas les produire, va-t'en. Et Sid dans tout ça? It's awfully considerate of you to think of me here, and I'm most obliged to you for making it clear that I'm not here. Juke Band Blues, dernière chanson écrite et chantée par Sid pour le Floyd, et de manière franchement ironique, c'est aussi celle qui vient clore l'album. De prime abord, elle a l'air presque naïve cette chanson, c'est un peu un truc bricolé à l'arrache, une fanfare, une voix douce, quelques bizarreries musicales. Mais derrière cette façade, il y a un vrai malaise, un malaise bien lucide. Sid sait, il sait qu'il est déjà en train de sortir du groupe, qu'on l'écarte doucement, et il transforme cette situation en une sorte d'adieu poétique et sarcastique. Sid est de plus en plus absent, mentalement c'est certain, mais physiquement aussi. C'est bourré d'ironie. Barrett remercie ses potes de l'avoir jeté dehors, mais sans en faire des caisses non plus. Il le dit avec ce ton sec, limite passif-agressif. Puis vient le chaos, un foutoir sonore total, avec les cuivres qui partent dans tous les sens, pas vraiment en harmonie, plus vraiment en rythme. On a l'impression d'assister à une dissolution en direct, le cerveau de Sid qui s'effondre, ou peut-être juste le rideau qui tombe. It wasn't working, you know. Sid was not performing at all on stage, and it was kind of tragic. I don't suppose I saw any option but just do the best that I could. But I'm sure we were all sort of full of some sort of guilt and remained that way for a long time. It's a very upsetting thing, but we didn't know what to do about it. None of us knew anything about schizophrenia or any sort of mental illness at the time. And it's very easy with hindsight to look back and think, well, we could have done this or we could have done that. But at the time, we just got on with the job in hand.
after Dave joined the band, we all kind of worked together, and Sid would come. We were trying to get songs out of him, and I'll never forget one day he came to a rehearsal place, room that we were in, and he said, with a new song. Oh, great, how does it go? And I remember sitting down with him with a guitar, and he was strumming away, and this song went, have you got the chorus? He said, I'll teach you the chorus. Okay, it goes like this. Have you got it yet? Cha, cha. Have you got it yet? Ch, ch. Have you got it yet? Ch, ch. And I went, okay, yeah. Yeah, okay, I think I... And I say it goes like this, right? And we start playing together, and he'd do it slightly different, and then he'd do it slightly different. And after he kept changing it, and he changed... About the 6th time we'd done it, he was going, and I went, I've got it. And I just put the guitar down, and that was it. That was the last time I ever did anything with him. It was strange, you know. C'est ça. La dernière trace laissée par Sid chez Pink Floyd, une sorte de question sans réponse. Il s'efface et ce qui reste semble tout aussi perdu. En ce qui concerne Jenner et King, ils sont persuadés que Sid est le vrai génie du groupe et ils vont donc choisir de rester avec lui au lieu de continuer à manager Pink Floyd, tandis que le groupe se tourne vers son nouveau manager, Steve O'Rourke. I was desperately trying to learn this thing and it kept changing. Have you got it yet? Yep, got it. L'accueil du public, c'est compliqué. A Saucer Full of Secrets a tout simplement flop. Voilà, ça arrive. Commercialement, ça marche pas aussi bien que The Piper's The Gate of Dawn, malgré des musiques qui sont populaires comme Set the Control for the Heart of the Sun et Let There Be More Light, qui seront souvent jouées en live d'ailleurs. Le New Musical Express estime la chanson titre longue et ennuyeuse. Barry Miles en rajoutera une couche avec l'International Times en comparant sarcastiquement l'album à l'œuvre électro d'avant-garde Métamorphosis de Vladimir Kyrilovitch Savdezhevski à mes souhaits. Il se fera détruire par pas moins que le journal Rolling Stone, pourtant icône de la contre-culture, Jim Miller le qualifiant de médiocre et regrettant le départ de Barrett. Youhou! Le 17 décembre 1968, Pink Floyd sort son dernier 45 tours en Angleterre pour plus de 10 ans, Point Me at the Sky. Flop commercial total. Décidément 68 c'est pas une année de fou, confortant le groupe dans sa volonté d'abandonner les singles au profit du format album. Et c'est à partir de là que nos 4 confrères vont se concentrer sur des œuvres plus longues et conceptuelles. Le groupe quitte le psychédélisme pur de Syd Barrett pour aller vers un son plus expérimental et progressif. David Gilmour prend sa place comme guitariste principal et apporte une véritable esthétique au groupe. Eric Wright s'affirme comme un élément clé du son du Floyd avec ses nappes de clavier atmosphériques, chapeautées par les textes plus sérieux et pragmatiques de Roger Waters. Il marque la fin d'une époque et le début d'une autre. Ok. Parlons un peu de rock expérimental. Le rock expérimental, c'est un sous-genre du rock qui était vachement en vogue à cette période et qui inclut beaucoup d'éléments novateurs, des choses qui brisent les conventions et beaucoup d'expérimentation. Contrairement aux styles plus accessibles comme le rock classique ou le rock and roll, il privilégie l'expérimentation sonore, les structures atypiques et l'exploration musicale. Bon oui, ça donne des trucs comme ça. Mais bon, cet attrait pour l'expérimentation, ça va les emmener tout doucement vers le terrain du 7e art, en enregistrant déjà leur 3e album, More. Ok, on est en 1969, Pink Floyd commence à se forger une réputation dans l'expérimentation musicale. On est un mois avant l'alunissage d'Apollo 11, c'est super stylé mais ça n'a rien à voir avec la vidéo, et le groupe cherche encore sa direction après le départ de leur leader créatif, et il se tourne donc vers des projets plus expérimentaux. C'est dans ce contexte que le réalisateur franco-suisse Barbet Schrader approche le groupe. Il leur propose de composer la bande originale de son film More, un drame sur la dérive d'un jeune homme dans le monde de la drogue. Les membres y sont grave chauds, ils sont attirés par l'idée d'expérimenter avec des ambiances cinématographiques et d'aller sur un terrain qu'ils n'ont pas emprunté jusqu'à présent. Faire une BO de film, c'est tout nouveau pour eux, je compte pas toutes les fois où des musiques du Floyd ont été utilisées dans des musiques avec leur consentement, là c'est des vraies compositions qui doivent coller avec l'imagerie du film. Alors More, ça parle de quoi ? Stéphane est un jeune Allemand fraîchement diplômé, il part à Ibiza en quête d'aventure et de liberté. Il rencontre Estelle, une américaine mystérieuse qui l'initie à un mode de vie hédoniste et aux drogues dures, notamment beaucoup d'héroïne. Est-ce que j'ai besoin de préciser que faut pas reproduire ça chez vous ?
Non sérieux, faites pas ça, c'est de la merde. Et son voyage d'abord idyllique sous le soleil d'Ibiza se transforme petit à petit en descente aux enfers à mesure qu'il devient dépendant. À ce moment-là, Shredder ne cherche pas juste une BO planante et immersive, il veut une anti-musique de film, une bande-son qui se découvre en même temps que les personnages. Plutôt que d'être une simple illustration sonore, la musique existe réellement dans l'univers du film. Par exemple, A Spanish Piece est joué dans un bar espagnol, partie sequence par certains protagonistes, etc., etc. On appelle ça une musique intradégétique d'ailleurs, qui est l'inverse de musique extradégétique. Bref, tout doit sonner comme si les musiques faisaient partie intégrante du film. Et autant vous dire que la collab avec Shredder, ça a été la totale kiffance pour les boys. Pink Floyd enregistre donc la BO en quelques semaines seulement, entre mars et avril 1969. Contrairement à leurs albums précédents, là ils ont la contrainte de devoir coller avec les images du film, mais le réel leur laisse carte blanche, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils explorent une grande diversité de styles, des ballades acoustiques aux morceaux plus agressifs et planants, passe de morceaux heavy et bien lourds avec The Nile Song et Ibiza Bar qui flirtent clairement avec le hard rock. Bien loin des envolées progressives ou psychédéliques qu'on pourrait attendre d'eux. On a les ambiances planantes et instrumentales avec Mensim et Quicksilver, il y a de la folk et des ballades intimistes aussi avec Cymbeline et Green is the Color. Et bien sûr, les bonnes vieilles expérimentations sonores floodiennes avec notamment Up the Kibber et Dramatic Sim. Bref, il y a à boire et à manger, c'est fantastique. En plus des 13 musiques de l'album, 3 autres ont été record, mais les bandmasters ayant été définitivement perdus, il y a peu de chances de les découvrir un jour sur disque. Encore un cas de Lost Media fort intéressant. Et non, je ne sortirai pas la partie 4 de l'iceberg, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille avec ça. Mais malheureusement, malgré une bonne entente durant la création de l'album et des musiques qui sont très cool, More, c'est pas un énorme succès. Il montre cependant que Pink Floyd peut aisément bosser pour le cinéma. On y reviendra plus tard. Pink Floyd doesn't mean it's not a nice band. Nous sommes toujours en 1969 et Pink Floyd est en pleine mutation. C'est dans cet esprit que naît Ummagumma, un double album assez spécial. Sorti le 25 octobre 1969, Ummagumma, c'est un des albums les plus singuliers, on va dire, du Floyd, et avec une pochette, encore une fois, signée Storm et Hypnosis. À première vue, la pochette d'Ummagumma semble montrer les 4 membres du groupe posant devant une maison, mais si vous êtes bien attentif, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait il y a un effet de mise en abîme, une sorte de jeu d'illusion d'optique où l'image semble se répéter à l'infini, et c'est assez stylé, regardez. L'image principale contient un tableau, qui lui-même contient une répétition de la scène, mais avec les positions des membres du groupe inversées à chaque cycle. Gilmour est assis au premier plan, tandis que Waters, Mason et Wright posent derrière lui. Dans la seconde itération, c'est Waters qui remplace Gilmour, puis dans la troisième, c'est Mason qui prend la place principale, etc. etc. Cet effet, on l'appelle l'effet Drost d'ailleurs. Bref, c'est hyper ingénieux pour l'époque, tellement ingénieux que la cover en elle-même est une des raisons pour laquelle les gens allaient acheter l'album. Les gens le trouvent juste trop stylé. Et on dit encore merci à Hypnosis. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas cette fraude de suite Adobe. L'effet a donc été réalisé en découpant physiquement des images et en les superposant, puis en les refotographiant pour donner cet effet de profondeur et de répétition. Ce type d'illusion, c'est typique du travail de Storm et Hypnosis, qui aiment jouer avec des perspectives et des concepts graphiques complexes. Alors, attaquons dans le vif du sujet. Dans cet album, on a une phase A qui reprend des versions live de musique qu'on avait déjà entendues sur leurs albums précédents, et une phase B qui voit chacun des membres du groupe se voir allouer une portion de 33 tours à remplir indépendamment.
Je m'explique. Pink Floyd sur scène, c'est une véritable immersion sensorielle. Leur musique live est différente des versions studio, plus longue, plus intense, plus improvisée. Leurs concerts sont des laboratoires sonores où ils testent de nouvelles textures et structures, et c'est ce goût d'expérimentation live qui va influencer leur virage progressif dans les années 70. Les morceaux de la phase A sont donc les versions live de Astronomy Domain, Careful with That Axe Eugene, Set the Control for the Heart of the Sun et Saucerful of Secrets. En soi, la phase A, elle est très cool. Avoir des versions live de morceaux qu'on connaît déjà sur d'autres albums, c'est une très bonne idée, d'autant plus que, à bien des égards, ces versions-là sont meilleures. Et il y a surtout Careful with That Axe Eugene, et en version live, la version studio ne sortira qu'après longtemps. Mais du coup, la phase B, l'idée, en fait, elle vient de Rick. Pour la phase B, les membres du groupe ne savaient pas vraiment quoi faire, et c'est lui qui va proposer à chaque membre de composer et d'enregistrer seul une portion du disque. Une approche complètement inédite à l'époque, qui pousse chaque musicien dans ses retranchements. Résultat, des morceaux ultra expérimentaux, parfois inécoutables, mais qui montrent le génie et les limites de chacun. Rick Wright se verra ouvrir le bal avec Sisyphus, inspiré par la musique contemporaine et Stravinsky, mélange de piano, de percussions tribales et de sons expérimentaux, basé sur le mythe de Sisyphe. Vous savez, c'est le mec qui pousse le rocher là sur l'infini. Roger Waters, quant à lui, proposera une ballade folk apaisante comme il sait si bien le faire avec Grantchester Meadows, inspiré par le parc non loin de Cambridge. Mais la musique n'étant pas assez longue, il proposera un deuxième morceau, le Several Species of Small Furry Animal Gather Together in a Cave and Grooving with a Pict, qui est The Narrow Way, quant à lui, composition de David Gilmour, sera les premiers pas de celui-ci en total solo, montrant déjà des prémices du son floydien caractéristique des années 70. Et Nick Mason, lui, finit l'album avec The Grand Weaver's Garden Party, morceau très expérimental, bidouillage sonore avec des flûtes et des bruits électroniques. Enfin voilà, c'est le bordel, mais de manière assez surprenante. Ça plaît à mort. Ce double album est un vrai petit succès commercial, atteignant la 5e place des charts britanniques. En France, Umagouma obtiendra même le grand prix du disque de l'Académie Charles Cros, c'est assez stylé. Un truc complètement incompréhensible pour le groupe, les membres eux-mêmes trouvant l'album et surtout la phase B vraiment pas fou quoi. My feeling about it in hindsight is it rather proves that we were rather better when we worked together than when we worked as individuals. There are nice moments and odd good bits, but as an album it's pretty fragmented. Because we're all working as individuals, there isn't really that much that that really sort of knits together to be where we went to next. Most of the pieces involved us working absolutely on our own, with very little input, quite often with no one else. None of the rest of the band involved in the individual pieces. I mean, mine's mainly a sort of drum solo and a flute part. I don't think the others play on it at all. Au moins, la période Umagouma, elle a permis aux membres du groupe de comprendre que clairement ce qui faisait leur force, c'était de bosser ensemble et non séparément. L'album est assez frustrant d'ailleurs, sa partie live est plutôt accessible, tandis que sa partie studio, c'est un laboratoire sonore chelou, ce qui fait de lui l'un des albums les moins accessibles de leur répertoire. Petite anecdote, tiens, parce que je savais pas où la foutre, donc je vais la mettre là. Il existe une version d'Interstellar Overdrive enregistrée à l'occasion du festival d'Amougis en Belgique en 1969, big up à tous mes Belges, avec les membres du groupe qui partagent la scène avec un certain Frank Zappa. Cette version d'Interstellar Overdrive, elle a été appelée Interstellar Zappa Drive, et extrait. Grande première ce soir de Pink Floyd plus Frank Zappa.
Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Reparlons de cinéma, voulez-vous, et cette fois-ci avec un réalisateur italien. La même année, et fort de leur collab sur More, Pink Floyd est contacté par un certain Michelangelo Antonioni, célèbre réalisateur italien, pour plancher sur son nouveau projet Zabriskie Point, critique du capitalisme américain et du rêve hippie brisé, dans un style contemplatif et expérimental. Antonioni, il cherche une musique planante et psychédélique pour coller à l'ambiance de son film, un peu comme Shredder. Et bah, mine de rien, leur travail sur More a prouvé qu'ils étaient plus que capables de bosser sur des bandes originales, d'autant plus que le groupe, ça les chauffe grave les projets cinématographiques, et ils veulent par la même occasion s'ouvrir à l'international et percer enfin aux États-Unis. L'idée séduit, un film sur la révolte de la jeunesse américaine, la lutte du conformisme et de la société de consommation, quelques temps après le festival, que dis-je, l'événement Woodstock en août de la même année. Ah bah oui. Le Floyd ayant déjà une expérience dans ce type d'exercice sont confiants. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? En novembre 1969, notre quatuor se rend à Rome pour travailler sur la musique du film. Ils installent leur matériel dans les studios Cinecittà et c'est là qu'ils vont enregistrer plusieurs morceaux instrumentaux en improvisant sur les images. Sauf que, contrairement à Shredder qui était le chill guy à les laisser faire un petit peu ce qu'ils voulaient, là c'est différent. Antonioni, il est vraiment très perfectionniste. Il rejette en bloc plusieurs morceaux du groupe, il exige des changements absurdes comme des sons impossibles à reproduire avec des instruments classiques, il donne des directives ultra précises mais change constamment d'avis. Sur la quinzaine de morceaux pondus pour le film, seuls 3 seront gardés par Antonioni. Heartbeat Pigmeat, l'un des premiers morceaux du groupe à intégrer des centres de dialogue d'ailleurs. Crumbling Land, un morceau avec une guitare slide et une ambiance désertique véritablement détesté par le groupe. Peut-être pour ça qu'Antonioni l'a gardé. Come In Number 51, Your Time Is Up, une version réarrangée de Careful With That Axe Eugene, la seule musique du film que le groupe considère comme vraiment réussie. Mais ce qui est le plus frustrant, c'est les sons qui n'ont pas été gardés pour la BO originale et qui, clairement, auraient été des masterclass. Je sais pas, par exemple, prenons au hasard The Riot Scene. Oh mon Dieu, c'est comme si j'avais déjà entendu cette musique quelque part. D'autres jams instrumentales seront rejetées et restées inédites jusqu'à leur inclusion dans des bootlegs, et ces sessions seront en partie récupérées dans des concerts ou sur des albums futurs comme l'album 1970 Deviation, car c'est ça qui est bien avec le Floyd, rien ne se perd et tout se transforme. En ce qui concerne la réception du film, Zabriskie Point est un flop commercial total. Voilà. Le public américain ne comprend pas le film, qui est trop lent et abstrait. Bon, après on parle quand même du pays qui a inventé les lunettes pour boire à la paille, ce qui va définitivement séparer Antonioni du mouvement hippie d'ailleurs, qu'il voulait pourtant célébrer, car il le présente sous un angle trop pessimiste. C'est dommage. La BO, par contre, elle a un succès relatif, notamment grâce aux morceaux de Grateful Dead et John Farey, en plus de Pink Floyd. C'était une grande déception pour nous, parce que on pensait vraiment avoir réalisé des morceaux meilleurs que ce qui a été retenu pour le film. C'est pour ça qu'on a été plutôt irrités quand il a pris tous ces autres trucs, si au moins il avait utilisé des morceaux qu'on trouvait meilleurs. Et c'est encore des leçons apprises pour nos 4 Gugus, celle notamment de ne plus travailler pour le cinéma, à part si c'est sous leurs propres conditions. Leur prochaine BO, Obscured by Cloud, sera beaucoup plus maîtrisée et de qualité, mais ça, on va pas en parler tout de suite. Retournons à la campagne d'abord. Et lorsque vous voyez 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 jeunes qui viennent pour Pink Floyd, je sais pas, ça... Vous avez le sentiment qu'ils viennent pour vous ou ils viennent pour écouter simplement de la musique pop, pour un grand rassemblement? Ils viennent pour beaucoup de choses, quoi. Vous connaissez quelques-unes des raisons qui font qu'ils se déplacent? Ah oui, ils aiment la musique, ils veulent venir et être dans une foule de gens avec 20 000 esprits ensemble. On dit que c'est une musique de contestation qui rassemble des gens qui ont les mêmes idées. En fait, nous ne pouvons pas faire grand-chose de politique dans l'orchestre parce que quand on fait quelque chose qui a à faire avec la politique, ça doit être les 4 gens qui pensent le même.
Et nous sommes 4 gens qui pensent complètement différents sur presque tous. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées sur la politique. Alors on ne peut pas faire des trucs politiques parce qu'on est un orchestre, on est Pink Floyd. Quand on fait quelque chose, ça doit être Pink Floyd. Et si il y a deux gens qui ne pensent pas à quelque chose et deux gens qui pensent quelque chose, alors on ne peut pas le faire. Mais personnellement, chacun, nous pouvons faire... on peut dire c'est ce qu'on veut sur la politique et c'est ce qu'on croit, mais parce que nous sommes tous différents, c'est très difficile de le faire comme un orchestre. On est en Angleterre, une belle journée d'été 1970. Pink Floyd vient de terminer l'enregistrement de son nouvel album. Après des mois de galère en studio avec un orchestre récalcitrant, un compositeur de musique expérimentale en galère totale et des doutes constants sur l'ambition démesurée du projet, il est temps de s'attaquer à l'identité visuelle de l'album. Pour leur nouvel album, le groupe veut une pochette qui brise les conventions pour changer, et c'est là que Storm Thorgerson entre en scène. Mais c'est loin d'être évident, car nos 4 comparses sont assez exigeants. Ils ne veulent pas de photos de groupe, pas d'imagerie psychédélique, et pas de pochettes classiques de rock qui ont été vues des dizaines et des dizaines de fois. Ils veulent quelque chose de simple, mais d'efficace. Armé de son appareil photo et de concepts un peu flous en tête, Storm part en voiture, direction la campagne anglaise, à Potters Bar, sa ville natale. Il roule, il guette le paysage, cherche l'image parfaite, celle qui pourrait à la fois intriguer et surprendre, et puis, au détour d'un champ, il la voit. Lulubelle 3. Oui, c'est son vrai nom, majestueuse vache laitière au pelage marron et blanc, broutant paisiblement sous le soleil. C'est cette photo qui sera choisie pour illustrer la pochette. Une forte inspiration du côté de Warhol d'ailleurs. C'est pas la peine de me filmer quand je joue la batterie, parce que la batterie n'est pas là. Atom Heart Mother, 5e album du Floyd sorti le 2 octobre 1970, et par où commencer? Déjà, laissez-moi vous présenter un autre beau gosse, Mr. Ron Gizzy. Ok, imaginez un type à mi-chemin entre un jazzman barbu et un savant fou du son dans les années 60, pendant que tout le monde rêve de guitare électrique et de cheveux longs. Lui, il joue du banjo, du piano et de la cruche. oui, de la cruche. Ou la Red Machine, selon Ron. Il commence dans un groupe de jazz rétro en Écosse, mais très vite, il plaque tout pour s'installer à Notting Hill et faire ce qu'il aime vraiment. Bidouiller du son dans son salon comme un alchimiste. Fort de son attrait pour toutes sortes de genres musicaux, il colle, découpe, boucle des bandes magnétiques, expérimente dans tous les sens, déclame des poèmes absurdes, tout en jouant tous les instruments qui lui passent sous la main. Il finira par rencontrer le groupe par hasard, l'alchimie passe, Roger et lui s'allient pour sortir un album tiré d'un film nommé Music from the Body, et la collaboration s'étendra jusqu'à Atom Heart Mother. When Nick Mason came to our basement flat to visit me in Notting Hill in West London, we just got on immediately. We clicked immediately as human beings, interested in exploring the art and music and life, really, just exploring and not being, again, not using that long word, not contentious, not attacking the society around us, but just interested in enjoying that world of the 1960s, that huge development that was going on in London in all of the arts. You know, like in the area of Notting Hill, many art people there of all disciplines, dancers, poet. You would walk along the street and you would meet somebody who, you know, in any of these disciplines. So it was a very exciting place to be. Bon, déjà on peut mentionner le fait que EMI a littéralement les boules quand il voit la cover, les mecs pensaient que c'était une blague, mais devinez quoi? C'est un énorme succès commercial! Malgré le choix assez ballsy de commencer l'album avec son titre éponyme, Atom Heart Mother, titre le plus long du Floyd jusqu'à maintenant, atteignant 23 minutes et 41 secondes. C'est la musique non coupée la plus longue du Floyd.
mais c'est pas la seule. Qui, avant d'avoir un vrai titre, s'appelait seulement The Amazing Pudding, parce que pourquoi pas. Il l'avait expérimenté en version brute à l'occasion d'un live aux Champs-Élysées d'ailleurs. C'est le dernier morceau qu'on va faire, on sait pas très bien c'est ce qu'on va faire. On l'a écrit la semaine dernière, alors on y va. Et ensuite, Epic, qui décrit bien la musique pour le coup. Un jour, alors que Ron et Roger étaient en train de lire un journal complètement random, ils tombent sur un article qui va les intriguer. Celui de la première femme équipée d'un pacemaker nucléaire. Le titre de l'article, Nuclear Drive for a Woman's Heart. Oui, ça va pas chercher plus loin. They left me with a backing track, and then they went to America on to another tour. But they just left me with the tape. There are no instructions, nothing. So there was no dispute, aggression, questioning or anything, because they were not there. They'd gone to America. I had to do the whole analysis of the tape. I had to draw the map. In other words, make all the chord sequences, work out bar lines, and then write the stuff on top of that, the brass and all that, the choir and the cello. The first they heard of it was in the studio the first morning at Abbey Road. Dave Gilmore was the newest member of the group, so he was very quiet, and they certainly did not know what to make of how to interpret what I had done. They had no idea, because for the reason that they were not present, they were away. And anyway, I could not have played what I had written. Could not have played it on the piano to them. It wouldn't have made any sense. If it could be explained, it would not be done. It's a bit like if there's a mountain there, we have to climb it. It's there, and we do it. And that's it. So it was only after all the work had been recorded at Abbey Road that the group started to think, God, what has happened here? What have we done? Pink Floyd confie donc les bandes de base inachevées à Ron et lui demande d'y ajouter une partition orchestrale par-dessus, une première pour le groupe jusqu'à maintenant. Notre Scottish accepte ce défi titanesque, on peut le dire, malgré qu'il racontera plus tard que cette expérience fut un enfer de boulot où personne ne savait ce qu'il voulait, d'autant plus que les musicos du groupe ne savent pas lire la musique, donc c'est un peu con. Il se met donc à l'œuvre et compose une partition ambitieuse pour un orchestre, notamment une section complète de cuivre et un chœur de 16 voix, rien que ça. Pink Floyd assure la rythmique rock de base, mais la plupart des mélodies principales sont confiées au trombone, trompette, violoncelle et chœur. Au final, on se retrouve avec un mastodon de presque 24 minutes déployé en 6 segments distincts, aux titres aussi variés que farfelus, comme Father's Shout pour l'intro, Breast Milky, Mother 4 chanté par les chœurs, Funky Dung, le passage central au groove lourd, et au titre inspiré du popotin de la Tamoiselle sur la pochette, Man Your Throats Please et Rémergence. Bref, c'est goofy. That I was weaving in and out of their backing track, sometimes positively, sometimes negatively, sometimes parallel in against, for, all the different angles. In a way, to make it, for me, to make it more interesting. So the journey was interesting. It's to do with composition. It's to do with exploring. You explore. You're not experimenting because it's done. So it's striking. You're going across the desert, or you're going across the North Pole. You're going. You don't know. At that age, it's exciting. En studio, l'enregistrement de cette symphonie rock un peu bizarre n'a pas été de tout repos, bien évidemment. Les musiciens classiques du EMI Pops Orchestra, engagés pour l'occasion, ont d'abord accueilli avec scepticisme, voire un brin de snobisme, les partitions avant-gardistes de Ron, étant bien loin de leurs habituelles symphonies. L'ambiance est
archi délétère, tellement c'est chaud ça a failli se la foutre. Heureusement que le chef de chœur John Aldis était présent ce jour-là en simple curieux, parce qu'il va reprendre la situation en main et il va donner quand même un bon coup de main à ce pauvre Ron. The brass players were very hard people, not nice, not very classical people. They were more from the hard session musician side of music. And I was a novice and I couldn't really conduct them. And I was asking them, well, what do you think? How do you want this section here? How do you think it should be played? And they said, well, we don't know. You tell us how it should be played. What I was trying to do was to involve them creatively in expression, but that was not their world. So and the story, I was about to hit the horn player, and intercom came on and said, Ron, I think we should stop for 5 minutes. And so we did, and the rest is history. Le résultat, il est mitigé. Aux yeux de Ron, c'est pas totalement ce qu'il avait en tête, d'autant plus que les sessions ont été des putains d'enfer. Ainsi que les représentations live, mais ça on va en parler juste après. En plus de ça, il aura pas forcément le crédit sur la musique qu'il mérite, seulement une toute petite rikiki mention de co-compositeur, serrage de main et ciao. The reason why I wrote the book, I don't think I put this in the book, but this is new for you. The reason I wrote the book, finally, was because I saw a documentary, one of the many documentaries, television on Pink Floyd. And there he was sitting, talking, and he said, oh yes, he said, we got Ron in to do some arranging. And I thought, you bastard. And as Nick Mason has said later on, it was not a way that we wanted to go later. It may have polarized some of their views and certainly changed their views. But then anything would have changed. This is to do with the chance of life. You, as we say, you never know what is round the corner. Malgré tout, grâce à cette longue piste, le Floyd devient le premier groupe de rock à participer au Festival de musique classique de Montreux en 1971, et ça c'est stylé. Les 3 musiques qui suivent ce monument sont bien plus simples. If est une ballade à la Roger Waters bien triste et mélancolique, assez introspective d'ailleurs, avec quelques références à Sid. Train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I were asleep, I could dream. If I were afraid, I could hide. If I go insane, please don't put your wires in my brain. Vous allez voir, ça revient beaucoup ça aussi. Summer 68, encore une compo de ce GOAT de Rick Wright, ma préférée d'ailleurs, qui relance encore une fois l'orchestre de manière assez magistrale. Et Fat Olson, le vieux gros soleil, compo de notre David Gilmour. Rien de spécial à dire, la musique est très cool. Ah si, notez les cloches au début.
On va en reparler plus tard. Oui, je sais que je dois vous casser les couilles à vous teaser toutes les 5 minutes avec les j'en parlerai plus tard, on dirait fait le dupe, mais tout vient à point qui sait vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Et on finit l'album avec Alan's Psychedelic Breakfast, une sorte de trip expérimentale sur leur redit Alan Styles qui bouffe son déj. Rien à voir avec ce mec. Si vous êtes misophone, je vous la conseille pas celle-là. Et d'ailleurs, petite anecdote un peu goofy, Stanley Motherfucking Kubrick avait demandé au Floyd s'il pouvait utiliser la piste Atom Earth Mother pour son film qui allait bientôt sortir, un certain Orange Mécanique. Et bien évidemment, les membres, ils adorent le cinéma, et en plus de ça, ils sont archi fans de Kubrick, donc non. Busy, il refuse. En fait, c'est plus précisément Waters qui refuse, car le morceau est conçu comme une œuvre entière et n'aurait, je cite, aucun sens sorti de son contexte. En vrai, c'est plutôt legit. À ce moment-là, Stanley Kubrick, il n'avait pas une idée très précise de ce qu'il voulait mettre dans son film, donc bon, ça a conforté les membres du groupe dans l'idée de dire non. Ils avoueront tout de même plus tard avoir regretté ce choix, ayant bien kiffé le film à sa sortie, c'est con. Et c'est un new record for Atom Earth Mother qui, au-delà d'être sacrément stylé, obtient pour la première fois les premières places des charts britanniques. Et numéro 4 en France, wouhou! Toujours du mal à s'exporter aux États-Unis par contre. C'est un succès commercial malgré des critiques plutôt mitigées à sa sortie et un certain désamour des membres du groupe, surtout de Waters et Gilmour, qui trouveront le titre éponyme trop pompeux et mal finalisé. Le seul kiffeur ici c'est Mason, vraiment. Et j'avoue que leur délire d'orchestre, là, tout ça, ça marche bien, hein. Mais qu'est-ce que c'est chiant à jouer en live! Entre 1970 et 1972, Pink Floyd tente de l'adapter sur scène avec différentes configurations. Lors de certaines performances, entre 70 et 71, le groupe joue le morceau avec un véritable orchestre et un chœur. Sauf que le problème, c'est que c'est super cher, compliqué à organiser, et que les résultats sont sacrément aléatoires. Ron décrira l'une de ses performances comme désastreuse. Il va notamment évoquer des problèmes de coordination avec les musiciens classiques qui ne sont pas familiers avec le groupe et qui ont que très peu de temps pour répéter, et il confiera avoir quitté la représentation en larmes en raison de la mauvaise qualité de l'exécution. Ouais, c'est un peu chaud. Donc l'orchestre c'est chiant, ça dégage, on va revenir aux fondamentaux. À partir de 1971, le groupe décide de refaire Atom Earth Mother, cette fois-ci sans l'orchestre et uniquement avec leurs instruments. Et ça fonctionne mieux, ouais. Mais bon, ça manque de quelque chose quoi. Il y a une putain de mouche là, casse-toi! Je le fais fuir avec la vache là. Do you want to move into any sort of theatrical field at all? You know, where you may have more singers and dancers and a whole theatrical thing? Yes, but we don't really know what we want to do. There's a very vague concept of what we'd like to do in terms of it's known amongst ourselves as the theatre project. Feeling that we should do it. Yes, but we don't know how we're going to get without doing it. Logistics. Yes. Are you working on an album at present? Yeah. We've practically finished it, except for 4 days of reduction when we get back. What's this called? That's a matter of some dispute. We don't know. How different is it going to be to Atom Heart Mother? It's going to be very, very different. Petite anecdote, pour briller en société et choper beaucoup de meufs, je vous jure que ça fonctionne. L'album a eu une réédition en CD en 1994 avec en bonus 2 recettes de cuisine insérées dans la pochette. Un repas de mariage bédouin traditionnel et une recette originale de petit déjeuner français. Pourquoi ? J'en ai aucune foutre idée, j'ai eu la flemme de chercher, d'autant plus que ça a bien l'air d'être juste du troll. Mais c'est pas grave, on enchaîne, on est en fin 70, début 71, et Pink Floyd est un peu dans une période de flottement. Ils n'ont aucune idée pour un nouvel album, Atom Earth Mother était beaucoup trop ambitieux, le groupe est relativement insatisfait de la direction musicale qu'ils prennent. Résultat, ils se retrouvent en studio à improviser sans vraiment trop savoir où ils vont. Début 71, Pink Floyd commence à expérimenter en studio, mais sans concept vraiment très précis. Ils nomment ces sessions les Nothings, parce qu'ils ont rien. Ils enregistrent des segments musicaux séparés, sans savoir s'ils vont l'utiliser un jour, et ils font des tests. Encore et encore, ils bidouillent avec des textures sonores, des effets et explorent des ambiances. Et après plusieurs mois d'expérimentation, le groupe commence à structurer le morceau. Ils l'appellent Sounds of Nothing, puis plus tard en plaisantant The Return of the Sound of Nothing. L'humour british. Ils testent tout ça en concert, ça commence à prendre forme mine de rien, et puis ils se disent on verra bien où ça nous mène.
Ah, ça. Après des mois d'expérimentation infructueuse, de sessions de studio sans direction vraiment très précise et d'idées musicales laissées en suspens, Pink Floyd commence à retrouver son équilibre. Ils sentent qu'ils tiennent quelque chose, ils reviennent à l'essence de leur musique, des atmosphères planantes, des progressions hypnotiques et un travail collectif plus soudé que jamais. Les sessions se déroulent en 1971 dans plusieurs studios londoniens. Souvent entre deux concerts d'ailleurs, Pink Floyd jam, expérimente et affine son identité musicale en live. Les idées qui émergent en concert se transforment petit à petit en morceaux plus structurés en studio, et cet élan créatif, il va donner naissance à un album décisif dans l'histoire du Floyd, Meddle. I think I had a greater facility on the guitar. When you stop imitating and start liking your own sound, that's when you sort of start getting somewhere, I find. I mean, I spent a lot of time trying to be Eric Clapton, Jimi Hendrix, Pete Seeger, Led Belly, all sorts of other people on the guitar, and there was a moment when I actually liked something that I played myself. Started realizing that what I saw as my deficiencies actually could be turned into my qualities. Une ligne de basse lancinante, jouée simultanément par Waters et Gilmour, passée dans un effet de delay hypnotique. D'ailleurs, assez cocasse, si les deux basses ne font pas exactement le même son, c'est parce que leur roadie, à ce moment-là, avait ramené qu'un seul set de cordes neuves. Résultat, on a une basse qui sera enregistrée avec des cordes toutes neuves, tandis que l'autre sera enregistrée avec des cordes bien usées. Un build-up progressif, avec une seule phrase distordue proférée par Mason. Le morceau devient un classique instantané. Et la pochette, bah oui, la pochette bien sûr, encore une expérimentation de, je vous le donne en mille, Storm Thunderson. Un plan rapproché d'une oreille sous l'eau, captant les ondes sonores qui se propagent à la surface, un jeu sur le son et l'image, une métaphore de la musique de Pink Floyd, donc une expérience immersive. L'idée de Thunderson, en gros, traduire visuellement l'idée d'écoute profonde, GG. En ce qui concerne le titre, c'est assez intéressant. Meddle proviendrait du mix de deux mots, middle qui signifie milieu, et medley qui peut vouloir dire hétéroclite ou pot-pourri, et c'est assez accurate. Les membres ont l'air d'avoir trouvé un équilibre artistique parfait pour enregistrer le meilleur de leur musique. L'album sort le 30 octobre 1971 et c'est un album qui va véritablement souder le groupe. L'effort collectif porte ses fruits et il va marquer le début de leur apogée artistique. La mise en place de ce que l'on appellera plus tard le son floydien et surtout la mise en lumière de notre David Gilmour. Je veux dire, on savait déjà qu'il était fort, mais plus les années passent et plus notre guitariste prend de l'assurance au sein du groupe jusqu'à devenir le pilier de la musique floydienne. L'avenir du groupe prend une direction claire cette fois-ci, des albums aux mélodies et thèmes forts et des paroles écrites entièrement par Roger Waters. On
se retrouve à planer dans les airs avec le très atmosphérique A Pillow of Winds. A cloud of eider down draws around me, softening the sound. Musique inspirée du jeu de Mahjong, dont ils prenaient plaisir à jouer durant leurs expéditions dans le sud de la France l'année précédente, à Saint-Tropez. As I reach for a peach, slide a ride down behind the sofa in Saint-Tropez. Vous trouvez pas il y a une vibe à la Bob l'éponge un peu là ? Fearless drague ouvertement l'univers du foot, plus particulièrement les supporters de Liverpool, avec un tandem Gilmour-Waters qui marche franchement bien et qui est très constant sur tout l'album. Et puis, il y a l'ovni total de l'album, Simus, un blues minimaliste, guitare slide à la main et ambiance presque improvisée. Et surtout ce putain de chien. C'est le border collie de Steve Marriott des Humble Pie d'ailleurs. Une blague en studio qui a fini à la fin de la phase A de l'album. Car après ça, il ne reste plus qu'un seul morceau. Un morceau qui va tout changer, un morceau qui va redéfinir Pink Floyd, un morceau qui va toucher les étoiles. Tout commence par un son venu d'ailleurs. Un ping cristallin, comme une goutte tombant dans une mer infinie. C'est mystérieux et intriguant. On sait qu'on part pour un voyage. Des accords suspendus, une ambiance feutrée, tout se met en place, mais rien ne presse. Pink Floyd laisse la musique respirer, s'étirer et prendre son temps. C'est vraiment ici que tout change. Ils ont compris que leur force, c'est l'espace et l'immersion. Vous voyez, Icôse, c'est pas juste une musique, c'est une traversée, une histoire, un appel depuis les abysses. Un cri lointain qui résonne dans les cavernes de notre inconscient, c'est littéralement le bruit que la Terre pourrait faire si elle pouvait pleurer. C'est indescriptible, et pourtant, un jour, ce truc a eu lieu, un jour les étoiles se sont juste alignées, et ça a créé Icôse. Mathis, par pitié, s'il te plaît, dis-moi comment ce chef-d'œuvre a vu le jour. C'est beau. Plus sérieusement, vous entendez ce son hyper bizarre de piano là? On dirait carrément qu'il s'est transformé en sonar de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est complètement lunaire. Et bah ça, spoiler, c'est pas un son de piano normal. En effet, Wright joue d'un effet un peu spécial qui s'appelle la cabine Leslie. Faut savoir que ce truc là en fait ça paye pas de mine, hein. C'est une espèce de boîte qui ressemble à de la magouille électronique vaguement branchée au son du piano, enfin c'est trop bizarre qu'on dirait de la récup. Et bah dites-vous que c'est ça qui va faire le son emblématique d'Icôse. Mais d'où vient ce son hyper spécifique quoi? Avant de se concentrer sur la cabine Leslie en elle-même, on va plutôt se concentrer sur un autre instrument qui s'appelle l'orgamonde, qui est vraiment un instrument emblématique de tous les groupes de rock des années 60 et 70. L'orgamonde, c'est un instrument développé dans les années 30 pour tenter de répliquer des sons d'orgue analogiques des églises. Et oui, l'orgamonde, c'est un instrument amplifié. Pourtant, l'amplificateur fourni avec l'instrument, ça ne satisfait pas un mec qui s'appelle David Leslie et qui retrouve pas une espèce d'effet vibrato un peu chaud qu'on peut avoir avec une orgue à tuyaux. Il décide donc de bricoler un truc hyper miteux qui ressemble à une décharge à partir de deux haut-parleurs qui tournent et du coup l'effet vibrato entre guillemets est obtenu par la rotation de ces deux haut-parleurs. Et bam, on place du coup la Leslie en sortie du piano et on a une espèce de son trop bizarre. C'est pas mal, non ? Et il faut savoir qu'en fait l'effet Leslie il n'est pas utilisé simplement sur des instruments à clavier, hein. On va retrouver par exemple Ozzy Osbourne sur le fameux Planet Caravan sur l'album Paranoid qui va l'utiliser mais sur sa voix. Les paroles sont assez poétiques, presque symbolistes. L'albatros évoque la liberté, mais aussi la solitude. La mer, l'air et la lumière, tout est dilué et on dérive.
guitare quoi, écoutez-moi ça. That is sort of me thinking a bit more metaphysically about our trip, you know, as humans from ancient times overhead the albatross with blah. It was all a bit kind of romantic and science fiction, but it has one verse in it that defines everything I've done since. And the verse is this, it goes, two strangers passing in the street, by chance two passing glances meet, and I am you, and what I see is me. Vu la longueur de la musique, vous vous doutez bien qu'elle est divisée en plusieurs segments, à la manière d'Atomic Mother. Elle appelle du vide sonore d'un premier temps, avec ce ping majestueux. On a l'entrée dans l'océan, avec notre Gilmour qui nous propose une guitare plus hypnotique que jamais. On a le solo. Enchaîne sur la traversée psychédélique qui la renaissance après le chaos et pour finir le final ascensionnel avec le retour des paroles comme un souvenir du début du morceau. Cette fin, elle sera une des inspirations pour un autre morceau du Floyd d'ailleurs, cette idée de boucler un voyage musical avec une fin calme, philosophique, presque spirituelle, l'album qui revient à son point de départ, cette sensation de boucle temporelle, un peu comme un rêve dont on ne sort jamais vraiment. Même si l'on trouve au premier Atomic Mother moins d'impact qu'au second, Meddle, on est obligé de reconnaître que dans l'évolution musicale du groupe, il est indispensable, parce qu'il clôt une période, les influences classiques, et dessine les esquisses d'une suivante. En fait, ces deux albums sont capitaux dans la démarche actuelle du Floyd, prête à s'engager dans une nouvelle voie, à se renouveler complètement. Meddle was the moment where we did sort of find where we were going. Echoes in particular was a good step forward for it. Les critiques sont globalement élogieuses, malgré quelques réfractaires, notamment un certain Michael Watts du journal Melody Maker, qui le descendra en flèche. Pour le remercier, Nick Mason, qui était d'humeur un peu taquin, lui enverra à son domicile un gant de boxe.
Après More, le GOAT Barbara Schrader veut à nouveau Pink Floyd pour son album. Sorti le 6 juillet 1972, La Vallée suit une femme qui part à la recherche d'un paradis caché en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Attirée par une tribu locale, son voyage prend une tournure plus spirituelle et la pousse à remettre en question ses valeurs occidentales. Ouais, c'est une bobo parisienne quoi. Comme pour More, c'est un film sur le choc des cultures, la perte de repères et la transformation intérieure. Schrader sait que le groupe est parfait pour capturer cette atmosphère et bien évidemment que le Floyd accepte, mais cette fois-ci, ils comptent bien mettre leurs conditions et avoir la main sur toute la création de la BO. Le groupe enregistre l'album en 2 semaines seulement. Notamment au château de Hérouville. C'est un grand lieu du rock progressif, il y a énormément de groupes légendaires comme Jethro Tull qui y ont joué, et donc ça marque vachement l'attachement du groupe à ce style. Contrairement à More qui était beaucoup plus fragmenté, là on est sur une BO beaucoup plus construite et avec beaucoup plus de sens. On sent vraiment l'évolution vers un Pink Floyd plus fluide et aéré. Des morceaux courts et efficaces, de la folk planante avec du rock progressif et des expérimentations comme on les aime, du bon petit poulet. Et ce qui est assez drôle, c'est que malgré la prédominance de Gilmour, qui a l'avantage d'être chanteur et soliste, celui qui va particulièrement marquer Schrader, c'est Waters. Roger Waters était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un que j'admirais beaucoup. Je me rendais compte que c'était lui, le génie du groupe. Sa personnalité se détachait des autres. Obscured by Cloud, donc, qui est la BO du film, sort le 2 juin 1972. C'est un projet plus spontané, mais qui montre un groupe en parfaite osmose. Mais surtout, ce rapport à l'image et cet intérêt pour le 7e art, ça va les amener à l'un de leurs plus grands projets jusqu'à maintenant. Octobre 1971. Un matin brumeux, au pied du Vésuve, un petit groupe de musiciens et de techniciens transporte à la main des flight cases remplis de matériel sonore et visuel dernier cri. Ils viennent de passer 3 jours à transporter tout le matos de Londres, et là, c'est la dernière ligne droite. Des silhouettes, éblouies par la beauté des lieux et accablées par la chaleur écrasante, s'apprêtent à poser les pieds sur un site historique laissé là depuis près de 2000 ans. Pink Floyd est sur le point de donner l'un des concerts les plus uniques de l'histoire du rock. Et ce concert, il n'y aura personne pour l'écouter. Lui, c'est Adrian Mayben, jeune réalisateur écossais, pas un énorme fan de rock à la base. Son délire à lui, c'est plutôt le rapport entre le son et l'image. Et cette idée de live au milieu des ruines de Pompéi, ça commence par un sacré coup du destin. En 71, Mayben, accompagné de sa meuf, visite les ruines de Pompéi en pleine journée. Tout se passe bien, mais une fois rentré à l'hôtel, patatras, son passeport a disparu. C'est con. Il se dit qu'il l'a probablement égaré pendant sa visite plus tôt dans la journée, et il décide de revenir sur ses pas en pleine nuit. C'est là qu'il a une révélation.
L'amphithéâtre désert et silencieux a une acoustique naturelle juste incroyable et il imagine immédiatement un concert sans public dans ce décor figé dans le temps. Ouais. Hey, je suis un petit réalisateur qui vient d'avoir une idée assez improbable. En fait, j'aimerais vous filmer en train de jouer seul dans un lieu où personne n'a joué depuis près de 2000 ans. Ouais, ok. Et bien sûr qu'ils sont chauds, on parle de qui sérieusement? Le projet il est ambitieux mais c'est aussi une putain de galère logistique. La mouche elle va arriver là. Vas-y, passe, vas-y, passe. Bon, j'ai un peu abusé tout à l'heure avec mes illustrations, ils ont pas vraiment traversé des kilomètres avec du matériel hyper lourd sur les épaules et tout, mais ils avaient des camions pour ça bien évidemment, mais bon, c'est pour le content. Par contre, vous le voyez, on est au milieu de nulle part. Et il n'y a pas d'accès direct à l'électricité. Ils doivent installer un générateur énorme à l'extérieur des ruines, directement raccordé à la ville la plus proche, qui se situe à littéralement des kilomètres. Ils tournent en plein air aussi, avec des conditions climatiques assez hardes. Je le rappelle, on est à Pompéi et il fait relativement chaud. C'est un euphémisme, enculé! Caméra, ampli, câble, tout doit être placé avec précision pour tirer parti de l'acoustique naturelle du lieu. À cette époque, la mode était de réaliser un film autour d'un groupe et de capter la réaction du public. Le meilleur exemple était Woodstock et ses centaines de milliers de spectateurs. Je pensais qu'il fallait faire autre chose avec le Floyd. Donc l'idée principale était de concevoir un film anti-Woodstock dans lequel il n'y aurait aucun public. Les morceaux choisis sont hypnotiques, puissants et taillés pour cet environnement mystique. On retrouve bien évidemment Icos qui ouvre le concert. Et le ferme. On a ce ping du piano de Rick qui résonne à travers les ruines, comme un appel venu d'un autre monde. La caméra glisse lentement autour des musiciens, capturant chaque geste, chaque souffle. Et puis, une bassline familière se fait entendre, la nuit est tombée et l'ambiance est tout de suite plus enveloppante et éthérée. Quand soudain... Le cri glaçant de Waters traverse l'amphithéâtre comme un fantôme du passé alors que Careful with That Axe Eugene se joue. Ce cri, il l'appelle le cri primal et il est assez impressionnant, probablement amplifié par l'anatomie un petit peu spéciale de Waters. Ce cri, il le refera bien des années plus tard sur une des musiques les plus connues du Floyd et même de l'histoire du rock, mais on y reviendra. La transition vers la reprise suivante, elle, ce sort Full of Secrets, se fait de manière plus progressive et angoissante. Le vent se lève et la basse revient. Nick frappe sa batterie avec une intensité brute, comme si le tonnerre du Vésuve grondait à nouveau. One of These Days est là. Le sol tremble sous les basses, amplifié par l'architecture antique. Et le calme revient.
Set the Controls for the Heart of the Sun prend une dimension quasi rituelle. Roger Waters, en ombre chinoise contre la lumière brûlante, semble invoquer une divinité disparue, et les percussions résonnent comme des tambours chamaniques. On a le retour de ce putain de chien aussi. À chaque morceau, Pink Floyd repousse un peu plus loin l'idée d'une simple performance musicale. Mabon ne veut pas seulement filmer un concert, il veut une vraie expérience cinématographique. Les plans étranges, les ralentis, les surimpressions, des travelling lents sur le ciel et les pierres antiques, des zooms hypnotiques sur les visages des musiciens, des alternances entre des séquences de jeux de lumière et des images de lave en fusion. À travers ces images, Pompéi reprend vie. Success is always meant that there's 100 copyists ready to jump. I mean, that's not true in rock and roll, as you yourself well know, Adrian. In terms of films, a successful film is always followed by a spate of films along the same sort of lines. There'll be a lot of films that will look like Woodstock for some time. Yes, I mean, not a lot, because, I mean, the immediate copyists of Woodstock, I mean, were a disaster. I mean, there was the Woodstock Festival, which was filmed almost immediately afterwards. There were about 3 other films that were made of festivals, all of which were never completed because they were... Even poor. the festivals? Right. Do you find it interesting in film work or not? Or is it rather a bore? Some of it's a bore, obviously, because of the techniques of filming. But on the other hand, it's quite interesting if one can get over the boredom of hanging around waiting for shots to be done and all that. Are you fairly happy about it? I'm fairly happy with what I've seen, but then, you know, the final product will be obviously a lot different to what I've seen. And I'm very happy with the music, because that's something I know about, and we're listening to it now, and it's good. And I said the rushes are good as well, but it all depends now, it's how it's edited. What film? Well, the film you've been in Paris, and somebody said you've been down to Pompeii as well. Huh? I mean, what's it all about, you know? Trying to get some information on the film you're doing. Rock and roll. It's rock and roll? Mm. What's this film you've been working on? You ought to know, you're the director. Oops.
I can't. Oh dear, God, terrible. It's a film being made in Pompeii, mostly in Italy. And it's about the Pink Floyd, of course. Are you fairly happy about the film? What do you mean happy? Well, I mean, do you feel that it's going in a direction which is interesting or not? What do you mean interesting? Yes, I think I'm fairly happy about the film. Seems jolly good fun to me. What's this film about? I'm trying to find out. The others what they think about it, but they tell me what they thought about it. What do you think about it? You asked me all this before. You didn't reply then? No. Oh, we'll go on to something else, shall we? Yep. Could I ask you a question? Yes, Adrian, of course you could. What I want to know, David, is how you manage to stand working and living with Roger and with Nick and with Rick all these years. Really bloody difficult, I tell you. Well, how do you manage it? I don't know, perseverance. Oh, there's some I difficult don't know moments. what you mean by that. Are there some difficult moments? Yes. You don't know what David means, or you don't know what I don't know what Adrian means by that. Well, then you're fucking thick. You're pardon my French. I know what you're digging at. I mean, what do you want to know about it? I mean, obviously they're all a gang of idiots, but, you know, live and let live. Yeah. Right, rock on. Yeah. Quite. But this is a ridiculous Interview. Money, we can take it or leave it. Mainly take it. Get on each other's nerves? Yes. Good Lord, no. Really? No. Because we've been together for such a long time, we've definitely passed various peaks of disagreement and worked out methods of living with each other and getting on well with each other. I mean, we're happy together. We don't work, and that's it. We're not held together simply by the bond of success or money or whatever. Any problems or strains? Yes, or of course there are. How do you get around them? We pretend they're not there. We certainly don't face up to them in an adult way, if that's what you mean. Sense of humour. Le film sort en 1972. Enfin, la première version de 60 minutes, on en a eu 3 en tout, qui ajoutent quelques petits trucs sympas, notamment des behind the scenes de l'album sur lequel ils étaient en train de taffer pendant cette période. Ce même album d'ailleurs qui va un peu éclipser le film, bien qu'ayant eu un franc succès, le film est vraiment légendaire dans la discographie du groupe. David Gilmour s'y étant même rendu la dernière fois en 2016 pour l'un de ses concerts d'ailleurs. Mais bon, le timing était assez mauvais. Parce que ouais, malgré sa claque visuelle et sonore, Live at Pompéi va se faire voler la vedette par un album en particulier, et vous voyez sûrement déjà lequel. Could I have egg, sausage, chips and beans, and a tea? Listen. What? I'll tell you one thing. What? I'll tell you one thing. Tell us one thing. Tell us one thing. This is nothing like our supper usually, is it? This is It's true. good fun. This is true. Isn't it? Usually we're chatting away. That is a Just simple enjoying fact. ourselves. That is a simple fact. When the great economic collapse happens, it's going to happen right across the board. I don't think rock and roll will go first. I mean, the market at the moment in rock and roll is expanding at a phenomenal rate. People are constantly saying, you know, rock's dying. You know, every 6 months somebody says it with enormous conviction. It's not going to happen. What? No, why not? Who's this up? Hooray! How do you know this isn't yours? Yes. Because it hasn't got peas on it. Well, this has got ham on it. Aye. That's what you ordered, mate. You ordered tomatoes. Is this your milk, Rick?
Studio 3 d'Abbey Road, début d'année 72. Dans la salle de contrôle, un homme en jean et en chemise blanche ajuste des boutons sur une immense console. Ce type, c'est ni plus ni moins qu'Alan Parsons, un jeune ingénieur du son brillant, déjà remarqué pour son travail sur Abbey Road des Beatles. Dans l'autre pièce, Pink Floyd est au fourneau. Ils ne sont plus un simple groupe psychédélique, ils ne veulent plus juste faire de longues expérimentations instrumentales, ils ont une ambition, raconter une histoire. Roger Waters, cigarette au coin des lèvres, griffonne des notes dans un carnet usé. Ça sera leur premier album concept. Un disque qui ne sera pas juste une suite de morceaux, mais une réflexion profonde sur la condition humaine. Le groupe veut créer un album qui parle de tout ce qui détruit les hommes avec un grand H, le stress, l'argent, le temps qui file inexorablement, la guerre, la folie, et surtout ce qui pousse certains à basculer du mauvais côté. Waters veut explorer ce qui peut faire dérailler un esprit humain, la pression de la société, l'oppression du capitalisme et les traumas non résolus. Le titre de l'album ne parle pas juste de l'espace, il évoque l'ombre cachée en chacun de nous. Ce côté obscur de l'esprit humain qu'on refuse d'affronter. The Dark Side of the Moon. Enfin! On va attaquer un gros morceau les gars, mais vous inquiétez pas les iPad Kids, j'ai tout prévu. Les sessions commencent en mai 1972, l'ambiance est studieuse et cool malgré le taf que ce genre de projet représente. Waters commence à vraiment prendre le lead artistique, l'ambiance est au beau fixe. C'est aussi le premier album où Waters écrit ses morceaux de manière plus brute et cache pas le sens derrière 2000 métaphores psychédéliques qui servent à rien. Non bon, sérieusement. Gilmour apporte la chaleur musicale et les mélodies, Wright tisse ses mélodies sur différents claviers de l'époque et Mason pose ses rythmes hypnotiques. Le groupe est en symbiose et rien ne semble pouvoir les arrêter. Et Alan Parsons, c'est l'ingé son parfait pour ce long chemin. Il apporte une clarté et une précision sans faille, il propose d'enregistrer des voix parlées entre les morceaux, un concept révolutionnaire à l'époque. Roger part ensuite solliciter le personnel des studios d'Abbey Road pour répondre à des questions philosophiques et leurs réponses seront intégrées dans les pistes. Les questions posées sont notamment: avez-vous peur de la mort? Avez-vous déjà été violent? Et que pensez-vous de la folie? Et ces réponses, franches et honnêtes, sont celles que l'on entend tout au long de l'album. D'ailleurs, anecdote! Paul McCartney et sa femme étaient initialement prévus dans l'album. En fait, Roger Waters les avait interrogés sur ces fameuses questions, mais celui-ci jugeant que les enregistrements n'étaient pas assez convaincants, il décide de ne pas les utiliser pour l'album. C'est un peu dommage parce qu'on est vraiment passé à ça. Alors Paul McCartney qui parle dans The Dark Side of the Moon et ça aurait été vraiment stylé. Chacun des morceaux se suivent et se transitionnent, ce qui fait de The Dark Side of the Moon une seule et même piste de presque 43 minutes. Et ça, c'est beau. Après Speak to Me, qui est une sorte de foreshadowing de l'album, les nappes de synthé de Rick, mélangées à la guitare de Dave, nous bercent doucement tandis que nous arrivons sur Breeze in the Air. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. Breathe in the air, don't be afraid to care. In fact, I think within the context of the music and within the context of the piece as a whole, people are prepared to accept that simple exhortation, to be prepared to stand your ground and attempt to live your life in an authentic way. Tout semble paisible, mais c'est une illusion. Un morceau qui parle du cycle quotidien et de cette illusion de contrôle. À
peine le souffle de brise s'éteint qu'un bruit étrange surgit. Un vrombissement métallique, un bourdonnement menaçant. Bienvenue dans le cauchemar anxiogène de On the Run. Rick et Dave ont découvert ce magnifique machin, le synthétiseur EMS Synthi AKS. Mais prends pas le seum. Et ils vont expérimenter avec de nouvelles technologies. La weed. Bon, sur une autre note, on est en 73 et en effet, tout s'accélère niveau technologie. Et comme l'a dit Sam, on va trouver les tout premiers séquenceurs. Le but c'est d'enregistrer une suite de notes, genre une mélodie quoi, et ensuite on la laisse faire sa vie pendant que nous, on modifie le son et le timbre joué. Et bah ça va donner On the Run. Là où les claviéristes de la scène prog se sont déjà appropriés ces instruments, depuis la fin des années 60 et le début des années 70, Rick Wright avait toujours choisi de se coltiner à son Orgamonde, sa Farfisa, et le classico-classique piano qu'on entend sur tous les albums du vieux Floyd. Et ouais, cet album c'est aussi l'occasion pour nos 4 Gugus d'expérimenter avec leurs nouveaux jouets à câbles, à boutons et à loupiottes. On ressent énormément ces expérimentations dans l'album, tranchant net avec les compositions du vieux Floyd. I don't think the equipment could take over. We do rely on it a lot. I mean, we couldn't do what we do as we do it without it. We could still do a good, entertaining musical show, I suppose, without it. But all those things are down to how you control them and whether you're controlling them, not the other way around. Pour On the Run, ils vont donc programmer une séquence qui tourne en boucle, un motif hypnotique, mécanique et froid, qui symbolise la paranoïa, la peur de la mort soudaine, la course effrénée du quotidien, les angoisses modernes qui nous bouffent sans qu'on s'en rende forcément compte, et surtout, la peur de prendre l'avion. Et oui, On the Run est né d'une peur toute bête, une peur que Rick a commencé à développer au fur et à mesure des tournées, celle de l'éventualité de mourir durant un vol. Et bah oui, au fur et à mesure des années et des tournées donc, l'aéroport est devenu en quelque sorte leur deuxième maison, bien malheureusement. Ce qui est assez irrationnel d'ailleurs, parce qu'on a plus de chances de mourir dans un accident de voiture que dans un avion. Pourquoi je fais ça, putain? The album is a lot about the stress of touring. I mean, I think that's what inspired Roger to write the lyrics. It's about travel and about the fear of death through flying, really, which I suffered from quite a lot early on in our career. I think most people who fly as much as we did go through cycles where you get scared of it and then you reconcile yourself. La musique devient de plus en plus oppressante. Des voix lointaines, presque irréelles. On sent que quelque chose approche. Un avion qui s'écrase. Après le chaos, le silence. Puis le temps reprend son cours. Les horloges surgissent, nous ramenant brutalement à la réalité. Bienvenue dans Time. The big move forward on Dark Side of the Moon was Roger's coming of age lyrically and having the ideas and the intelligence to take a subject and examine it in all its parts, in all those different songs. Time, la troisième musique de l'album, parle du temps, bravo GG. Les sons d'horloge que l'on entend d'ailleurs, c'est encore une idée de notre Alan Parsons, qui ira jusqu'à enregistrer chez un horloger tous ces petits sons d'horloge, ce qui est assez stylé. Avant de travailler avec Pink Floyd, Alan, il avait un projet personnel en cours, tester les capacités du nouvel enregistreur quadriphonique EMI. Alors vite fait, c'est quoi un enregistreur quadriphonique ? Bah déjà c'est feur. En gros, imaginez un enregistreur classique qui capte le son sur 2 pistes, par exemple stéréo gauche et droite. Maintenant, tu multiplies ça par 2 et on passe à 4 pistes, ce qui permet de spatialiser le son dans 4 dimensions. Avant gauche, avant droite, arrière gauche et arrière droite. Avec cet engin, il décide alors d'enregistrer plusieurs horloges pour voir comment elles résonnent en multicanal. Il se rend dans un magasin d'horloges à Londres, place plusieurs micros un peu partout dans la boutique et il attend patiemment que chaque horloge sonne l'heure et enregistre chaque cloche, chaque tic-tac, chaque carillon.
À la base, ces enregistrements n'ont rien à voir avec The Dark Side of the Moon, mais Parsons les fait écouter au groupe, et ceux-ci trouvent que ça colle parfaitement avec Time, donc autant reprendre l'idée. David prend la parole, mais cette fois-ci, sa voix est tranchante. Cette musique, elle m'a vraiment mis une claque. La première fois que je l'ai écoutée, je vais pas vous mentir. Je sais que pour beaucoup, c'est la même chose. La musique mélangée à ses lyrics fait que plus on grandit et plus on peut facilement s'identifier à elle. Jusqu'à arriver au climax. By this time we were on the road, we were recording, we were just 18 hours a day, just at it. And that pressure was obviously affecting us all and affecting Roger quite deeply. Touched a nerve, obviously, somewhere. It has got a remarkable sort of continuity to it, I think. It's like you need to hear it all the way through. So that wasn't answering why I think it's a great, successful album. I think it's a combination of the lyrics and the feeling of some of the music with the lyrics. Obviously, that's what makes a good song. So I think it's the continuity of it, and it did have this whole musical and lyrical story. C'est une chanson sur la prise de conscience trop tardive, sur l'amertume d'un homme qui se rend compte qu'il a gaspillé sa jeunesse. In 1972, we were all turning into adults, really, and gradually, all of us at different rates. We were all changing. I was 29 years old before I suddenly realised that this was life and it was happening, and this was not a preparation for something, but this was life happening now, and one should grasp the nettle. Et d'un coup, le morceau ralentit et nous ramène doucement vers une sonorité qu'on a déjà entendue. Et retour au calme. Eric joue des accords de piano solennels. Une ballade céleste, presque religieuse. The Great Gig in the Sky, la 5e piste de l'album, est probablement l'expérience musicale la plus stylée que j'ai vécue dans ma vie, et je pense pas être la seule. Cette piste, elle est centrée sur le thème de la mort et de la phobie de l'avion de Rick. À ce moment-là, le groupe cherche à ajouter une dimension vocale expressive pour capturer l'émotion associée à ce sujet. Et devinez qui va être à l'origine de la touche finale de ce morceau ? Non, pas Storm Thorgerson. Ça, on en parle juste après. Mais bien évidemment que c'est Alan Parsons. Il propose aux membres de faire appel à une certaine Claire Torrey, une chanteuse de session qu'il avait remarquée pour sa voix.
Bien que n'étant pas particulièrement fan de Pink Floyd à l'époque, Tori accepte l'invitation et se rend au studio d'Abbey Road un dimanche de janvier 1973. Sur place, le groupe lui explique le concept général de l'album, mais ne fournit que peu de directives très spécifiques pour sa performance. Il l'encourage juste à improviser et à laisser libre cours à ses émotions en utilisant sa voix comme un instrument. C'était tellement pas clair qu'au début, Tori, t'as compris la blague, elle se met à chanter des da-da-da, des la-la-la, mais se fait rapidement arrêter par les membres du Floyd. Pas de paroles. Et elle s'élance dans une improvisation vocale intense et passionnée, exprimant une gamme d'émotions folles, sans même utiliser de paroles. Alors, c'est pas vraiment très clair, Tori. Si la voix que l'on entend est issue d'un one-shot, les membres du groupe semblent dire que non, c'est plusieurs shots différents qui ont été rassemblés. La légende urbaine dit que c'est un seul shot, et honnêtement, on en a rien à foutre, parce que Mademoiselle Poulet. The great gig in the sky is obviously about death, and it was kind of a play on the fact that we were doing gigs, you know. I'm very proud of this piece. As a musician, and the way the chord structure works, it starts off in B minor, and somehow I managed to go through this whole sequence and get to B flat. It's a very weird change, but it actually works, it actually flows. And I thank Claire Torrey for that magic day when she put the voice on. I remember us all sitting there saying, this is incredible. You know, what's happening out there, what she did. I was extremely excited from hearing this incredible voice. I mean, even today, I just can't believe the effect it has on me and I guess everyone else. À l'issue de la session, Tori, incertaine de la réception de sa prestation, quitte le studio en pensant que son enregistrement ne sera probablement pas utilisé. Ce n'est que plus tard, et en écoutant l'album fraîchement sorti, qu'elle réalise l'impact de sa contribution. And I thought, well, and I've said this many times, but it's absolutely true, that I thought, I have to pretend to be an instrument. And that gave me an avenue to explore. And so I started doing something. They said, we like that. And I said, oh, well, thank you very much. Goodbye. And left. And I was convinced it would never see the light of day because they hadn't commented. They hadn't made any, do you know what I mean? They hadn't said, great, awful, nothing. I honestly thought they didn't like it. And I didn't give it much thought because I never thought anybody would hear it. Et c'est là que je vais plomber l'ambiance. Bien que sa performance soit devenue légendaire, Claire Tori n'a reçu qu'à la base un paiement forfaitaire d'une 30aine de livres, ce qui était la norme pour les musiciens de session à l'époque. En 2004, estimant que son improvisation constituait une co-création substantielle du morceau, elle engage une action en justice contre Pink Floyd et EMI, réclamant des droits d'auteur. L'affaire sera réglée à l'amiable en 2005, et depuis, toutes les éditions de l'album créditent The Great Gig in the Sky comme étant coécrit par Richard Wright et Claire Tori. Un bruit de caisse enregistreuse, un flot incessant de pièces et de billets froissés. Puis arrive cette ligne de basse groovy et percussive, jouée en 7/4, une signature rythmique peu commune, surtout pour Pink Floyd à cette époque. Eh mais, je crois qu'on est sur Monet là. Ah là là,
Monet. Encore une des grosses pistes de l'album, ici, c'est carrément Waters qui balance tout son sarcasme sur l'avidité et l'argent. La prison dorée qui est le capitalisme. Pour la petite histoire, Monet est assez singulier dans l'album. Déjà parce que premièrement, Roger Waters a bien galéré à enregistrer pixel perfect tous ces petits bruits de caisse enregistreuse que vous entendez là. Mais aussi parce qu'il y a une putain de mouche, donc je disais, mais aussi parce que avant de sortir dans l'album, Monet est sorti en single. La décision de sortir Monet en single aux États-Unis, elle est attribuée à un mec, un certain Al Khoury, à ce moment-là vice-président de Capitol Records. Reconnu pour son flair commercial, Khoury persuade le groupe de publier la chanson en single, estimant son potentiel pour le marché américain. Le groupe, au début, il est pas trop chaud, mais bon, ils acceptent. Et putain, je pensais pas qu'ils s'attendaient à un truc pareil. The album was definitely helped in quite a big way by Money being the single, and Money was really the obvious choice. We were touring. We went and toured, you know, and there was a big buzz going on. Our line of progress in America, we were moving up and we were selling out quite good, large places, you know, selling a lot of tickets. The workload shot up, the tours shot up. While we were on tour, the record was going up the Billboard chart like that, and eventually it hit #1. Monet devient la première musique du Floyd à entrer dans le Billboard Hot 100, atteignant la 13e position. L'album est d'ailleurs le premier du Floyd à percer réellement aux États-Unis. Le succès du single marque un tournant décisif pour les Boys, les propulsant d'un statut de groupe culte à celui de star internationale. Cette notoriété, elle élargit de manière drastique leur audience, attirant de nouveaux fans et remplissant des salles de concert de plus en plus grandes. Paradoxalement, Monet les a rendus extrêmement, abusément riches, les faisant rentrer de ce fait dans ce qu'il pointait du doigt, assez ironique. The voices all over the record. I wrote a number of questions on a set of cards, on a set of white cards like that. And then we set up a microphone in Studio 3 at Abbey Road. And the cards were just sitting there on a music stand. And they were questions like, when was the last time you were violent? You know? And then, were you in the right? And I got everybody that I could think of. Henry McCulloch, yeah. Henry and his wife had had a terrible fight the night before and they left us. And Henry said, were you in the right? And that was Henry says, I don't know, I was really drunk at the time. I think it was also a dream fulfilled, you know, and if we'd been brave enough, we would have probably gone, well, that's it, lads, we've cracked it, goodbye, it's been very nice, you know, and we could have all gone off. And I mean, I'm glad we didn't, because out of all the enmities and anxieties that were left behind, you know, in the rubble of the explosion of that enormous success, came all kinds of wounded creatures that had their own story to tell. I was in the right. Yes, absolutely right. I certainly was in the right. I guess he was cruising for bruising. Told me it was plugged into number 2. He was asking why he wasn't coming up on figure 11. So after yelling and screaming and telling him why he wasn't coming up on figure 11. Le morceau bascule, redevient plus aérien, et on passe doucement au morceau suivant. Oh bah tiens, cette sonorité me dit quelque chose. Un morceau planant où le piano de Rick prend toute sa place. Us and Them, 7ème track de l'album, parle de la séparation et de l'absurdité des conflits, entre autres. There are a number
things that impinge upon an individual that colour his view of existence. There are pressures that are capable of pushing you in one direction or another, whether they push you towards insanity, death, empathy, greed, whatever. This is what this record is about. Et les refrains, mon Dieu! Bon, j'en profite de ce petit moment d'accalmie pour enfin vous parler de la pochette d'album. Cette fameuse pochette qui a été beaucoup trop de fois sur des t-shirts de connards qui sont pas foutus de me nommer 3 musées. Cette cover, complètement iconique, c'est l'œuvre encore d'un mec et je vous le donne en 1000. Oui, c'est Storm Thorgerson. Il y en a encore 3 dans le fond qui sont étonnés. Rick Wright est celui qui va donner une direction claire à Storm. Hey Storm, gros BG que tu es, on aimerait un petit design qui évoque un effet lumineux, c'est quelque chose de propre et de graphique. Et à Dave d'ajouter ouais, on veut un visuel fort, facilement reconnaissable, tu vois. Et Storm y réfléchit. Puis il se souvient d'un livre sur la physique qu'il a feuilleté récemment. Une image retient son attention, un prisme dispersant la lumière en un spectre coloré. L'idée vient de naître. Son cerveau n'a pas le temps. Storm et son collaborateur George Hardy commencent à travailler sur le concept. L'idée est putain de brillante dans sa simplicité. Un faisceau de lumière blanc arrive d'un côté, traverse un prisme et se transforme en un arc-en-ciel à sa sortie. Ouais bon, je vais pas vous refaire vos cours de physique-chimie sur la dispersion de la lumière. Mélangé à ce fond noir qui évoque l'espace infini, ça nous fait un ensemble qui symbolise la dualité du son et de la lumière, l'équilibre entre simplicité et complexité. Un graphisme pur donc, minimaliste, mais ultra puissant, qui est devenu l'une des pochettes les plus emblématiques de l'histoire du rock. Entièrement instrumental et Nicolor You Like, 8ème titre de l'album, se distingue par son ambiance planante et est comme une sorte de petite pause avant le climax de fin. Composé par David, Rick et Nick, et Nicolor You Like est né des sessions d'impro du groupe. Le morceau se caractérise par une progression d'accords simple, offrant une base propice aux solos et aux explorations musicales. Parmi les nouveaux instruments cités au début, on va trouver notamment le Mini Moog, mon instrument préféré mais bon on s'en fout. Un synthé analogique développé fin des années 60 qui consiste basiquement en un petit nombre d'oscillateurs et une chier de filtres pour transformer le son et avoir des trucs vraiment sympas. Et bah notre bon vieux Rick il va l'utiliser partout dans ce morceau. Mais quelle utilisation! Et ceux qui veulent en savoir plus, Science Étonnante il a fait une vidéo étonnante dessus. Ma femme a quitté Corinne, rends le kangou s'il te plaît. En résulte un morceau hyper planant, pour pas dire qu'on dirait un putain de trip sous acide. Et petit fun fact pour votre culture générale, le titre Any Color You Like tire son sens d'une expression du roadie Chris Adamson qui, quand on lui demandait une guitare, il avait pris l'habitude de répondre « Choisis la couleur que tu veux, elles sont toutes bleues ». Mais c'est aussi une référence à une célèbre citation attribuée à Henry Ford, le fondateur de la Ford Motor Company. En 1909, en parlant de la Ford Model T, il aurait déclaré « N'importe quel client peut faire peindre sa voiture dans la couleur de son choix, à condition qu'elle soit noire ». Ce qui illustre parfaitement l'illusion du choix, suggérant que, malgré une apparente diversité, les options sont en réalité limitées ou identiques. It was probably at the height of mine and possibly everyone's period of creativity. And also, it was a time when, there were disagreements between me and Roger, and we weren't the best of friends, but as a band, we were working together, and everyone was encouraging each other. So it was just maybe I wish you were here as well, but there were slight strains there. But definitely Dark Side of the Moon. We were working together. And I've always believed that's the best Floyd music has come from that.
There's two, the dark side. When and when it's a combination of Dave and me and Roger, let's say the three of us writing together. Obviously there's individual songs which I didn't write or Dave didn't write, but basically just being in the studio playing together. And Roger saying, okay, that's great, it's a chord sequence. Okay, I'm going to try and write some words for that and go to another, come back. And that was a good time. Selon Mason, Any Color You Like apporte une note d'apaisement dans un disque particulièrement dense et contribue à en imprimer le rythme en offrant une sorte de pause avant Brain Damage. l'album touche à sa fin et pourtant tout est sur le point de basculer. Après un voyage sonore à travers le temps, l'argent, la guerre, la peur et l'illusion du choix, The Dark Side of the Moon nous plonge dans l'esprit d'un homme qui perd pied. Et cet homme, c'est Syd Barrett. The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. Une guitare électrique douce et posée démarre. Roger Waters, pour la première fois sur l'album, prend le micro en lead. Et il nous raconte une histoire, celle d'un homme qui sombre. Une voix douce, presque rassurante, comme un conteur qui nous parle à l'oreille. Waters fait référence aux pelouses d'Angleterre, où il est défendu de marcher. Mais ici, l'herbe est aussi une métaphore, celle de la folie qui grandit en nous. Mais qui est ce lunatique ? Eh bien, Syd, évidemment. L'ami perdu, le leader déchu de Pink Floyd, celui qui a vu son esprit se dissoudre dans l'acide, celui qui a marché sur une herbe imaginaire et ne s'en est jamais remis. Lentement, on comprend que la folie n'est plus une menace extérieure, elle est en nous. Lentement, on sent que tout va basculer. La phrase finale est quant à elle très lourde de sens. After Dark Side of the Moon was successful in the early days, people would say, "Why do you think it is?" And people continue to ask that, and I'm sure that's the reason. And if you ask Rick, I'm sure he'll still tell you he has no idea. Because he can't allow the fact that it might be something to do with what the record's about. But I think it is. Le côté obscur de la Lune, c'est la part de nous qu'on refuse d'affronter. C'est la folie qui guette si on lâche prise. In a way, I think that the shape of the thing and also the sound of the music and what it is actually springs. The wellspring is the expression of the emotion which is actually in the lyric. There's something, and maybe I learned this from Syd. C'est le destin de Syd et peut-être le nôtre. All that you touch and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you save, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in June, but the sun is a clear
I think it was a very, very happy and creative and enjoyable time when we made this album. It was probably the most focused moment in our career in terms of all of us working together as a band. I can clearly remember that moment of sitting and listening to the whole mix all the way through. Really done something fantastic here. There's nothing plastic about it, you know, there's nothing contrived about it. And I think that's what has given it its, or maybe one of the things that's given it its longevity. It was a very creative time. We're all very open as well. I think because we still had a common goal. All four of us were there, and there was a discussion about putting the album together and making it into this themed, what is now called a concept album. 1973. Pink Floyd vient de connaître le succès international avec The Dark Side of the Moon. L'album a propulsé nos musiciens sur le devant de la scène mondiale, faisant d'eux des rockstars richissimes et adulés. Les étoiles se sont juste alignées en fait. Les textes très terre-à-terre et sérieux de Waters, combinés aux mélodies colorées et accessibles de Gilmour, les nappes atmosphériques de Wright et les détails astucieux du jeu de batterie de Mason, en font un album juste parfait. You know, it's funny you should say that, because there's something, and maybe I learned this from Sid, there's something about breathe in the air, don't be afraid to care, you know, leave but don't leave me, which is so simplistic and sort of puerile that it would be very easy to write it down on a piece of paper and then immediately crumble it up and throw it in the bin because you'll be laughed at, you know. And maybe I learnt from Sid that it's really important that you don't throw that stuff in the bin, that you keep it, that kind of almost that childish expression of feeling is the important bit, and all the embellishment that goes on around it is, you know, is secondary to that, to the, this is how I feel now, in a few words, however laughable it may seem. David affirmera lors d'une de ses interviews « Roger travaillait des heures sur le concept et les paroles, pendant que nous autres rentrions chez nous dîner tranquillement. » En apparence, ils ont tout pour être heureux. La reconnaissance artistique, des concerts à guichet fermé et une liberté financière totale. Pourtant, en coulisses, le groupe se sent déstabilisé. Le triomphe de The Dark Side of the Moon agit comme un miroir déformant. Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright et Nick Mason ont du mal à se reconnaître dans cette nouvelle vie. Ils se sentent déconnectés de la réalité, un peu perdus dans la machine infernale du succès. La pression pour faire aussi bien, sinon mieux, que l'album précédent crée un blocage créatif. Roger sent une angoisse familière lui nouer l'estomac. Et si The Dark Side of the Moon était le sommet qu'il ne pourrait jamais dépasser? Comment faire mieux, ou même simplement aussi bien? L'euphorie initiale laisse place à un certain vide intérieur. Chacun à sa manière éprouve ce sentiment d'aliénation. Waters s'interroge sur le sens de leur art face à la célébrité. Il est de plus en plus impliqué, peut-être un peu trop. Gilmour craint de ne plus retrouver l'inspiration authentique. Wright se replie dans la nostalgie des débuts. Et Mason ressent un manque de direction claire pour la suite. Ok, alors on est fin de l'année 1973. Le Quatuor se réunit en studio pour travailler sur leur nouvel album, mais très vite, une évidence s'impose. Ils ont aucune chanson prête, aucune idée précise, ils sont complètement perdus. En panne d'inspiration, et aussi peut-être par esprit de défi, Pink Floyd décide de renouer avec ses penchants expérimentaux des débuts. Naît alors un projet étrange baptisé officieusement Household Objects, qui littéralement veut dire objet ménager, idée qu'ils avaient déjà eue quelques années auparavant et qui avait été vite abandonnée. Le principe, composer de la musique sans instruments conventionnels, uniquement à partir de sons produits par des objets du quotidien. Une façon pour eux de retrouver la créativité ludique de leurs premières années. Durant des semaines, le studio se transforme donc en véritable atelier sonore insolite. On voit les musiciens aligner des verres à vin remplis à différents niveaux d'eau pour en tirer des notes en faisant glisser leurs doigts sur le rebord et d'autres expérimentations cheloues. Les bandes magnétiques tournent, enregistrant ces clinks, ces bourdonnements et d'autres bruits étranges.
Pendant ce temps-là, Alan Parsons, qui s'était barré faire ses trucs, qui formera plus tard The Alan Parsons Project, il est pas là. L'équipe est donc en full autonomie avec leur nouveau staff technique, notamment un certain Brian Humphries. Et au début, l'enthousiasme est au rendez-vous. C'est libérateur de bricoler des sons sans soucier des conventions. Roger Waters défend ardemment cette approche d'ailleurs, déclarant en interview qu'après tout, qu'on fasse un son avec une guitare ou un robinet qui fuit, quelle importance ? Pourtant, avec le temps, la frustration commence à s'installer. Car si ces expérimentations engendrent des textures sonores intéressantes, elles ne donnent pas naissance à de vraies chansons. Le groupe est dans l'impasse. Vers la fin de l'année 74, Roger commence à enfin se rendre compte que ce projet d'album concept uniquement fait d'objets ménagers, ça pue un peu des fesses. Nick admettra plus tard que Household Objects était en partie un prétexte. Un moyen de temporiser en l'absence de nouvelles compositions solides. En clair, ils s'occupent les mains et l'esprit, repoussant ce moment où ils doivent affronter ce syndrome de la page blanche. Finalement, l'évidence s'impose, il est temps de revenir à leurs instruments traditionnels et d'exprimer ce qu'ils ont vraiment sur le cœur. Les bandes de verre et de scotch sont remisées et les guitares et claviers ressortis de leurs étuis. Ce retour à l'authentique, il coïncide avec l'apparition d'une idée maîtresse. Et si le groupe composait sur ce qu'il ressent profondément à ce moment-là ? C'est alors que Waters cristallise un thème central pour le prochain album, l'absence. I had expressed my view after we had done Dark Side of the Moon that we're in danger of not getting the balance quite right between the words and the music, making the vehicles as powerful on their own as the words were in order to make the two things fit together. So I was pushing to try and make the music carry itself. L'absence de repères malgré la gloire, l'absence de liens humains dans un univers d'argent et de paillettes, et surtout l'absence d'un membre fondateur du groupe, Sid. À mesure que cette idée prend forme, l'inspiration revient. Nous sommes maintenant de retour dans les studios d'Abbey Road. Dans un coin du studio, David, pensif, reprend doucement sa guitare et ses doigts se mettent à chercher quelque chose presque malgré lui. Il joue quelques notes au hasard, gratte une corde, puis deux, et soudain, une suite de 4 notes s'élève, emplissant l'espace d'une mélodie nostalgique. Ce simple riff capte immédiatement l'attention de tous. Rick trouve derrière quelques accords de clavier qui en amplifient la nostalgie. Le groupe tient enfin une ébauche prometteuse. Il la développe en une longue suite instrumentale sur laquelle Roger se met à écrire des paroles évoquant un diamant fou qui continue de briller loin d'eux. Shine on You Crazy Diamond commence à prendre vie. L'ombre de Sid plane dans le studio, intangible mais puissant. Depuis son départ, il n'a jamais été aussi présent qu'en cet instant, dans ces notes mélancoliques qui lui sont destinées sans que personne n'ait encore prononcé son nom. Ils savent tous que ce qu'ils viennent de créer sera le cœur de leur prochain album. Il est question d'absence, de perte et du vide immense que laisse quelqu'un qui s'en va. Cette nuit-là, en sortant du studio, les membres de Pink Floyd ressentent un curieux mélange d'épuisement et de soulagement. La route est encore longue pour transformer cette ébauche en album abouti, mais ils tiennent leur idée, celle qui donne un sens à tout le reste. Et tandis qu'ils s'éloignent un à un, une phrase continue de résonner dans leurs esprits fatigués. « J'aimerais que tu sois ici ». Ils auraient tant voulu que Sid soit là, avec eux, pour partager ce moment et éclairer leur route. When I did that little da-dee-da-do thing in a rehearsal room, something slipped out somewhere. Roger was very taken with that very quickly as a sort of emotional little cry, and it all started coming together from that little thing, I believe.
Oh, mais qui va là? Storm Thorgerson, bien sûr. Alors, la pochette de Wish You Were Here, c'est un peu comme celle de The Dark Side of the Moon. T'es pas obligé d'avoir entendu un seul des sons pour le reconnaître direct. Et c'est ça, toute la magie de Hypnosis. Deux hommes d'affaires en costume se serrent la main, mais l'un d'eux est en train de brûler vif, simple, efficace. Un symbole parfait du cynisme du monde de l'entertainment. On sourit, on fait des affaires, pendant qu'on se fait littéralement flamber par le business. Un clin d'œil amer aux promesses creuses et aux contrats trompeurs, un parallèle avec le destin de Sid aussi, consumé par d'une part sa conso de drogue beaucoup trop excessive et par sa maladie mentale, mais aussi par l'industrie et laissée de côté. Cette photo, prise sur le terrain des studios Warner Bros à Los Angeles, elle a été réalisée sans montage, comme un chef. Un vrai cascadeur est en feu pour cette prise, un certain Ronnie Rondell, professionnel des cascades hollywoodiennes. Il porte un costume recouvert d'un gel inflammable pour contrôler la combustion. Et autant vous dire que le shooting a été une putain de galère. Finalement, la bonne photo est capturée, une image qui deviendra l'une des plus célèbres de l'histoire du rock, encore une fois. Ok, 1975, les sessions battent leur plein pour leur nouvel album intitulé Wish You Were Here. Porté par le fil rouge de l'absence et de la critique de l'industrie musicale, le projet avance très bien. Outre Shine On You Crazy Diamond qui ouvre et ferme l'album, hommage explicite à Sid prenant la forme de ce fameux diamant fou, le premier qui fait une référence à Jojo, je le poursuis pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine, Waters écrit les lyrics de toutes les musiques comme pour Dark Side of the Moon. Et autant l'avouer, il est très fort. Remember when you were young? You shone like the sun. Shine on you crazy diamond. Shine on You Crazy Diamond. Putain, quel morceau, sérieux. Ces deux morceaux, ouvrant et fermant l'album, de presque 26 minutes si on les met ensemble, sont devenus rapidement les plus iconiques de l'histoire du Floyd. Que ce soit la mélodie, je le rappelle, ces 4 notes, le seed stem, qui est à l'origine de absolument tout le projet Wish You Were Here, mais aussi par ses thèmes. Cette musique est une sorte d'acte de reconnaissance envers Sid qui a insufflé la vie au Floyd. Roger Waters y témoigne d'un profond respect et d'une profonde tristesse aussi. Tristesse de voir ce que cet ami est devenu. Come on, you target for faraway laughter. Come on, you stranger, you legend, you martyr, and shine. Well, I guess somehow those notes evoked a song about Sid and his disappearance, absence, if you like, in Roger. But without having to actually have access to Roger's conscious thought of it being about Sid, the rest of us could also hear the emotional content that was in what we were beginning to put together, and that music started being written. I can't remember at what point the idea of it being about Sid and being called Shine On You Crazy Diamond came in, but it would have continued to be worked on and to start taking some sort of shape even before that lyric idea came in. But I confess I can't remember the chronology exactly. Well, you wore out your welcome with random precision. Roll on the steel, please. Come on, you raver, you seer of visions. Come on, you painter, you piper, you presser and shine. C'est mon hommage à Sid et à l'expression sincère de ma tristesse. À la fois mon admiration pour son talent et la tristesse de la perte d'un ami. I actually mentioned one of the periods, one of the moments is in the show because it's in when we play Wish You Were Here, and I do wish he was here. And I mean he's partly what that song's about, and Shine On You Crazy Diamond is just completely about Sid. We'd been to a meeting at the Capitol Tower in Los Angeles, and Sid and I were walking down the street after it.
and we stopped at the traffic light at Hollywood and Vine, Hollywood Boulevard and Vine Street in Los Angeles. And he looked at me and smiled and he said, "It's nice here in Las Vegas, isn't it?" Well, we were in LA. So that he already had no idea where he was, even like that. But then I say in the thing, you'll see it, the show, it says, then his face darkened and he looked down at the ground and spat out one word: people. Le thème de la déshumanisation par le succès et l'industrie aussi, c'est un thème central dans d'autres pistes de l'album, comme notamment Welcome to the Machine, très Big Brother core. Tandis que Have a Cigar caricature les requins de l'industrie du disque et leurs obsessions pour le profit. Le directeur ou le manager sera cool avec toi, tant que tu lui rapportes de l'argent. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que Pink Floyd était le nom du chanteur. C'est comme ça que c'est venu, c'est du vécu. Et d'ailleurs ce son, il est pas chanté par un membre du groupe Pink Floyd, il est chanté par un certain Roy Harper, première fois qu'un chanteur extérieur a le lead principal sur une des chansons du groupe. Et d'ailleurs ce son il possède aussi un record, celui du plus grand nombre d'enregistrements. Ils ont dû la refaire 66 fois avant d'être satisfaits. Mais pour moi et pour beaucoup d'autres, la musique qui nous a le plus marqué dans cet album, c'est Wish You Were Here. And discipline remains mercifully. Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense. Yes. No, which is it? I'm sure of it. I suppose you could say that we haven't done quite as many concerts as people like the Stones have or someone. So my performances of Wish You Were Here still number in sort of 300 or 400, I suppose. Instead of thousands that some people might do. But it still resonates. It still has its meaning. It means that to me every time I sing it. It's a brilliant. It's a very, very good combination of music and words that seems to capture something.
ballade nostalgique écrite et composée par un Roger Waters et un David Gilmour en totale symbiose. Ce titre, très précisément, il est tellement simple, mais tellement efficace. Blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? That first verse, or those first three couplets, are asking a fundamental question, and that question is exactly as it's expressed in the thing. It's more of a statement, actually. It's saying, I believe it is fundamentally important to your experience of being human that you find yourself able to cast off the carapace of faith or dogma or indoctrination or whatever got handed down to you by your parents or whatever it might be, all those fundamental ideological contrivances that are barriers between us and the reality of our lives. Ou peut-être bien que Wish You Are Here est tout simplement une chanson d'amour. Oui, c'est vrai, c'est une chanson d'amour, mais qui en parle d'une façon très générale et théorique. Si j'étais en analyse, mon psy vous expliquerait pourquoi je n'écris pas de vraies chansons d'amour. En fait, j'en ai écrit une ou deux autres, mais toujours de façon très impersonnelle. Si je n'ai pas vraiment parlé d'amour, cela vient peut-être du fait que je n'ai jamais vraiment su ce que c'était l'amour. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? Same old fears. Wish you were here. To me, it's about the most complete album in some ways. The balance between the musical strength and the emotions that are tied up within pure music and the greatness of the lyrics come together in a balance which is as close to my idea of perfection in that area as I can think of. We all know how difficult it was to get to that point and the problems we had, you know, Roger feeling quite accurately, I think, that, you know, there was an awful lot of absence, you know, an awful lot of people not really quite being there in this post-Dark Side of the Moon period where we were all having to assess what we were in this business for, why we were doing it, whether we were artists or business people, and having achieved the sort of success and money out of it all that could fulfill anyone's wildest teenage dreams, why we would still want to continue to do it. Roger, I think, has sometimes said that he thinks that we were kind of finished at that point. On est le 5 juin 1975. Dans le grand studio d'enregistrement, la lumière est tamisée. Autour de la console, les membres travaillent au mixage final de l'album, quand soudain, cette silhouette imposante pénètre dans la pièce. L'homme se tient près du canapé, immobile, la trentaine, le crâne entièrement rasé, tout comme ses sourcils, visiblement en surpoids et le regard perdu. Les musiciens échangent d'abord des regards interrogateurs. Ils se demandent qui peut bien être cet étranger qui s'est introduit en pleine session. Bien qu'à cette époque, c'était pas si rare que ça d'avoir des inconnus qui venaient de temps en temps de manière complètement random saluer pendant les enregistrements. Bon, là, c'est quand même assez bizarre. Les 4 membres observent silencieusement l'homme s'asseoir sur le grand sofa sans prononcer un mot. Pendant de longues minutes, l'inconnu reste là, tandis que le groupe reprend son travail, un peu déstabilisé par cette présence. Et c'est David qui finit par briser le silence.
il le fixe quelques instants. Roger, qui était à côté de lui, s'interroge. « Regarde bien, tu sais qui c'est ?» Et Gilmour, d'un coup, reconnaît ce visage. Ce visage si familier, mais qu'il avait mis autant de temps à reconnaître. Malgré la transformation, il a un choc. « Mon Dieu, Sid ?» Syd Barrett, leur ancien ami, le membre fondateur du groupe qu'ils n'ont pas revu depuis des années. C'est vraiment lui. Sur le sofa, l'homme esquisse un léger sourire comme pour confirmer son identité. Il s'agit bien de Syd. 7 ans ont passé depuis qu'il a quitté Pink Floyd et c'est un Syd métamorphosé qui leur apparaît ce jour-là. Un fantôme du passé surgissant sans crier gare au beau milieu de leur séance. My memory is that I came into the studio and there was this guy standing there in a gabardine raincoat, a large bloke, and I had no idea who it was. And surprisingly, no one's saying, who's that person? What's he doing wandering around all our gear in the studio? And then him coming into the control room and standing around, and how remarkable how long it was before anyone actually woke up. Finally, I think it was David who said, Nick, do you recognise him? And I looked, and I think I either shrugged my shoulders, or at some point Dave sort of put me out to my misery and said, it's Sid. And we just sort of stood there, or sat there and just sort of shell-shocked, basically. And then until somebody thought of something to say to him. L'émotion submerge immédiatement les 4 musiciens. Waters est littéralement pétrifié. En 1 seconde, toutes les paroles qu'il a écrites sur l'absence et la folie lui reviennent en pleine figure. I mean, I didn't know it was him. But it was pretty affecting, really. I mean, Roger and Dave cried. You know, this slim, elegant, if bedraggled and dazed person that I'd last seen had turned rather balloon-shaped and had no eyebrows and not much hair. And if you looked at Sid in early '67 and Sid then, it was so different. He was a great loss. And, you know, imagining what he would have gone on to do is speculating on that, if you like, is he could have become so great. Après des instants de retrouvailles hésitantes, une conversation maladroite s'engage. Les garçons invitent Sid à écouter avec eux le morceau qu'ils finalisent. Ironie du sort, Shannon You Crazy Diamond, la longue suite instrumentale et lyrique inspirée par lui. Sid prend le casque et il reste silencieux, le regard ailleurs, tandis qu'il écoute le morceau se jouer. Lorsque celui-ci s'achève, un silence lourd tombe de nouveau. Waters se retourne alors vers Barrett et lui demande « Bah t'en penses quoi ?» Et il met un moment à répondre. Ça sonne un peu vieux. Les musiciens échangent des regards attristés. Ce commentaire piquant, sounds a bit old, est la seule réaction de Sid face à ce morceau hommage qui parle de lui et de son éclat perdu. Après un court instant, il observe le matériel autour de lui et d'une voix tranquille, comme si de rien n'était, il lance « Bon, quand est-ce que je pose ma partie de guitare ?» La question surprend tout le monde. Sid n'a apporté aucune guitare et surtout, le morceau est déjà terminé depuis longtemps. Ses anciens camarades lui expliquent avec douceur que ce n'est pas nécessaire, que tout est déjà enregistré. Et il va juste simplement hocher la tête, sans insister. Un bref instant, le flottement passe, puis il se détourne. Sans vraiment prendre congé, il marche lentement vers la sortie du studio. « Sid, tu t'en vas déjà ?» Barrett ne se retourne pas vraiment, ou peut-être esquisse-t-il un geste de la main. Il quitte la pièce aussi discrètement qu'il est apparu, et la porte se referme doucement derrière lui.
how could we possibly survive? If the guy who writes the songs in the band goes crazy, you're fucked, basically. Unless somebody else starts to write. Luckily, I did. I did start to write. I don't mean to laugh because he was a huge loss. And I did love him. Un long moment, personne ne bouge dans le studio. Chacun reste figé, perdu dans ses pensées. L'émotion est tellement intense et contradictoire, la joie d'avoir revu un ami cher d'un côté, mêlée au choc de le voir dans un tel état, et à la tristesse de le voir repartir aussitôt. Wish You Are Here, l'album qu'ils étaient en train d'achever en fait, prenait soudain tout son sens. La visite de Sid venait tragiquement confirmer le message de leur chanson, l'absence, la distance émotionnelle et la douleur de voir un être aimé s'évanouir. Je sais que Dave et Rick, par exemple, ne pensent pas que le sujet ou le thème du disque et les idées qui y sont développées soient aussi importants qu'ils le sont pour moi. Ils sont plus intéressés par la musique en tant que forme abstraite que par n'importe quoi d'autre. Alors les souvenirs sont assez flous concernant ce moment. Sid aurait visité les studios 2 ou 3 fois après cet événement. C'est quelque chose qu'on peut voir dans le documentaire Have You Got It Yet d'ailleurs. Mais ce dont on peut être sûr, c'est que Sid n'est plus que l'ombre de lui-même. Il faut dire que depuis son départ du groupe, Syd Barrett a eu une vie assez singulière et une trajectoire relativement tragique. Il va tenter de poursuivre la musique en solo, sortant 2 albums, The Madcap Love et Barrett en 1970, avec l'aide de ses bros du Floyd, comme notamment Dave, Nick et Rick. Ces albums laissent entrevoir par moments l'étincelle de son génie créatif, mais Syd était déjà bien trop fragilisé, miné par des troubles mentaux et aggravé par une consommation excessive de LSD. Incapable de soutenir une carrière musicale au-delà de ses enregistrements, et aussi car en réalité il n'en ressentait pas l'envie, il abandonne rapidement les studios et la scène, et dès le milieu des années 70, il se retire peu à peu de la vie publique. Barrett s'installera définitivement à Cambridge, chez sa mère, fuyant les regards et l'industrie musicale, et son retrait se mue en isolement complet au fil des ans. On le croisera encore occasionnellement dans les rues de sa ville natale, marchant seul, le crâne souvent rasé, évitant scrupuleusement toute attention médiatique. Ses anciens camarades, eux, n'auront plus vraiment de nouvelles directes de lui après sa visite. Ce bref passage va profondément bouleverser la vie des 4 membres du groupe et teintera d'amertume la fin de l'enregistrement de Wish You Are Here. Nothing really seemed to have changed. I think possibly on the Barrett one, he didn't seem to be physically on the day on Mandrax or anything like that as much as he had on the Madcap Laughs, but it seemed like the psychosis was as ingrained, embedded in him as ever. It felt more permanent. Well, all the way through both, communication was impossible. It's a very hard thing to describe what the way conversations would go, because everything he said seemed to make sense, but I couldn't for the life of me understand what it was he was saying. It would come back on a different plane. And, whatever question you would ask him, it seemed sort of a meaning seemed to resonate slightly, but I couldn't quite ever manage to work out what it was.
I spoke to his sister Rosemary after that, and I said, does it make any sense, to go and visit? No, don't do that. And she told me, I said, why not? And she said, well, he gets very agitated and upset if he's reminded of what happened before, whatever this is. He doesn't like it. En ce qui concerne les précommandes du 9e album du Floyd, elles se passent très bien. Avant sa sortie, officiellement, elles totaliseront 1 million de disques. EMI se retrouvera même en pénurie de matières premières, incapable de faire face à une telle demande. There's two things in terms of what has developed from a very simple thing. One was Dave's guitar, and the other one actually was the very simple ping on the piano note, which developed into echoes, which, though I think lyrically for me is a little bit not so great, I still love that piece as well. I think it's a great example of Floyd echoes as well. Both of those came from very simple ideas, quite interesting. And that was in the days when the band were working well together. I don't think that I had no real disagreements with what was being said on Wish You Were Here, for example, or on Dark Side of the Moon. But, once it's established that Roger is the lyricist, it becomes harder and harder to say, well, do you think we need to go down this road?